Manon Tanti et Julien se ridiculisent devant l'Assemblée nationale. Secret Story 13, les premiers secrets tombent, les polémiques également. Maïsan frappe Emine et Bastos critique les influenceurs. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir ensemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixosity, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, un énorme sommaire nous attend. On a plein de choses à voir ensemble, j'ai pas mal de petites choses à vous dire dans la mise au point, donc je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Non pas que je suis pas ravi les autres dimanches. Mention spéciale pour ce petit look très bouclé, j'avais envie d'être chevelure de reine aujourd'hui. Et je vous retrouve dans un instant pour la mise au point. C'est parti, bienvenue sur Mixosity, let's get into it. Les amis, je commence donc cette nouvelle émission avec une mise au point comportant quelques petites choses à l'intérieur. Premièrement, vous l'avez demandé, vous l'avez voulu, c'est le retour de l'Astro Actu. Et oui, à la fin de l'émission, après le big gros dossier, nous allons avoir l'Astro Actu qui fait son grand retour avec un événement céleste qui s'est produit ces derniers jours. J'ai trop hâte de vous en parler, je suis trop content de reprendre l'Astro Actu, donc j'ai hâte de voir ce que vous allez en dire. Deuxième chose, je sais pas si je suis un peu à l'ouest, mais il me semble qu'il y a un début de vacances pour certains et certaines d'entre vous, donc si c'est le cas, je vous souhaite de très bonnes vacances. Faites attention à vous, faites attention au soleil, faites attention à la chaleur, hydratez-vous bien, mettez du SPF ou alors prenez des compléments alimentaires. Ce qui m'emmène à mon dernier point, cette émission, comme le mois dernier, est sponsorisée par la marque de compléments alimentaires Cure. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque, Cure, c'est une marque de compléments alimentaires qui est extrêmement transparente sur le développement des produits, sur les résultats, sur ce qu'il y a à l'intérieur des compléments alimentaires. Vous pouvez aussi parler avec un expert, vous pouvez faire un autodiagnostic pour savoir un petit peu vos besoins qui est gratuit sur le site. Et je vous en parle cette semaine parce qu'il y a une mise à l'honneur du pack bronzage grâce à l'été et grâce au soleil. Je dis grâce, mais c'est surtout pour vous en protéger. Personnellement, j'ai commandé le mien et j'ai hâte de le recevoir. Dans ce pack bronzage, il y a pas mal de petites choses. Il y a le complexe solaire qui inclut de la vitamine C et de la vitamine E qui protègent les cellules contre le stress oxydatif produit par les UV. Donc en gros, ça vous protège, mais de l'intérieur. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que la vitamine C, ça aide à faire développer le collagène. Donc au niveau de la peau, c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas tout. Il y a un petit nouveau chouchou dans ce pack bronzage, c'est le complexe auto-bronzant qui intensifie et accélère l'apparition du bronzage naturel, donc pas besoin de s'exposer au soleil et ça prolonge aussi la tenue de ce fameux bronzage dans le temps. À l'intérieur, en fait, vous allez retrouver du cuivre qui contribue à la pigmentation de la peau et donc ça donne cet effet un peu plus allé. Comme si ce n'était pas tout, les deux produits sont livrés avec une trousse en édition limitée qui est faite exprès pour ce pack bronzage. Évidemment, vous pouvez retrouver tout plein d'autres compléments directement sur le site de Cure. Moi, je vous mets en avant celui-ci parce que c'est vraiment le pack qui est mis à l'honneur en ce moment. Et avec mon code Rudy9572, vous avez moins 20% sur le pack bronzage, mais également sur l'entièreté du site si jamais vous voulez passer une commande. Je vous mets tout ça en barre d'infos, c'est évidemment valable pour les nouveaux et les anciens clients. Je remercie Cure de me faire confiance toute l'année pour ma collaboration et j'ai hâte de vous montrer ce qu'ils réservent pour la suite. Et évidemment, merci également à celles et ceux qui passent commande, ça me soutient directement et j'ai aussi tout le temps vos retours qui me font extrêmement plaisir. Tout ceci étant dit, l'instant publicité étant fait, on va pouvoir passer au sommaire de l'émission et accrochez-vous les gars, il y a plein de trucs à l'intérieur. Mais avant ça, vous n'avez quand même pas cru que j'allais oublier mon appel au like. N'hésitez pas à liker l'émission, celle de la semaine dernière a fait un peu moins de vues, mais c'est normal, il y avait du sport, c'était le week-end de chaleur, etc. Donc si jamais vous voulez aider à faire développer MTT, un petit like juste en dessous, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas, on essaye de viser minimum les 1000 likes chaque semaine. Bref, j'ai assez parlé, on passe au sommaire. Au sommaire de cette émission, prenez un verre d'eau. 4 stories de la semaine. Camilla parle de Freedom Flotilla, Sarah Frézou dénonce la police, Maïsan est en colère, Kim Glow parle de produits non genrés et s'attire des foudres, dont les miennes. Dans le top actu, pas mal de petites choses. Rim veut rentrer, Mela Knight parle de la chirurgie, Alexia fait des révélations, Bastos serait millionnaire et un mini gros dossier de Carla Talon avec sa fameuse tromperie. Est-ce du buzz ou non? On va regarder. Mon avis cette semaine parlera de Bastos. Il critique les influenceurs
influenceurs, j'en ai fait un petit décryptage et on fait le point ensemble. Le cœur actu est également intense. Greg Egan sous influence encore, Giuseppa doit se faire opérer, une candidate est enceinte, Ilona Gauss est séparée de Paul André, on apprend potentiellement les raisons, Christophe Beaugrand est cambriolé, Maïsan et Emin sont en fight, et évidemment le point sur Secret Story 13, j'allais pas passer à côté. 3 actualités internationales, Miley Cyrus clash une fois de plus Liam, Eva Longoria face à la répression des US et Jared Leto serait un prédateur. Et enfin, un gros dossier, les influenceurs à l'Assemblée nationale suivi de l'Astro Actu avec cette fameuse pleine lune des fraises. Une émission que personnellement j'ai adoré écrire et que j'ai hâte de vous présenter et j'arrête de parler, rentrons à l'intérieur. Alors, comme je viens de vous le dire, nous avons 4 stories de la semaine pour commencer MTT. La première, c'est Camilla. Camilla qui a décidé de parler de ce fameux navire, le Freedom Flotilla, j'espère que je le prononce très bien. J'avais vu des journaux et des médias et des blogueurs aussi titrer Freedom Flottille, mais j'ai vu sur tous les autres articles de presse que ça s'appelait Flotilla. Donc j'ai préféré écrire Flotilla, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Et Camilla fait un petit point par rapport à ce qui s'est passé. J'ai pas envie de créer un conflit dans mon espace commentaire parce qu'à chaque fois que je parle de ce sujet, malheureusement les commentaires peuvent déraper. Je vous invite à rester dans le respect de tout un chacun, mais je me suis dit que ça traite d'actualité, qu'on est quand même sur quelque chose de sociétal également et les influenceurs qui en parlent, j'aime le partager moi personnellement pour avoir leurs avis, vous le donner et ensuite récolter le vôtre. Donc ici, c'est ce qu'il se passe avec Camilla. Donc je vais vous laisser écouter ça, mais s'il vous plaît, soyez respectueux juste en dessous. Que vous allez bien. Je me suis réveillée il y a peu de temps et j'ai découvert sur les réseaux que le fameux bateau, le Flotilla Freedom, le Freedom Flotilla, a été intercepté. Voilà, au large des eaux. C'est le fameux bateau où il n'y avait que des humanitaires, dont Rima Hassan, Greta, d'autres acteurs, d'autres activistes, etc. Et franchement, je suivais ça de très près, comme je pense beaucoup d'entre nous. Et j'avais espoir. Surtout qu'il y avait beaucoup de médicaments. C'était vraiment un bateau d'aide, c'était de l'humanitaire, c'était pour apporter de l'aide, du soutien et de l'amour aussi. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment une aide, une mobilisation et une aide face à un carnage. Et j'ai cru de tout mon cœur, j'étais contente, je me suis dit quelle belle initiative. En plus, c'est que des gens qui partagent de belles idées, qui ont de belles valeurs, qui se sont mobilisés comme des centaines de milliers d'autres, à travers notamment la marche aussi qu'il y a. Mais je croyais du fond de mon cœur et j'espérais que ce bateau puisse arriver à bon port et à destination. Et je suis dégoûtée que le bateau il ait été intercepté. La vérité, je suis dégoûtée. Déjà hier, j'ai envoyé un message à Rima, justement, on a parlé ensemble. Et je dois apporter mon soutien, j'ai beaucoup de courage et j'espère que vous pourrez, qu'ils arriveront à temps et qu'ils pourront aider tous les Palestiniens. Même si c'était qu'un seul bateau et qu'il en aurait fallu bien sûr des centaines, je pense. Mais c'était déjà un pas énorme et qui restera gravé dans tous les cas, je pense. Mais je suis deg. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée et quand j'ai vu que elle a dit ça y est, nous nous ont attrapés. C'était hier soir déjà, je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a quelques heures en avant, elle me disait merci, on y va, on y croit et tout ça. Et j'ai dit oh purée. Et là, ce matin, j'ai vu sur plein d'autres articles, une photo d'eux d'ailleurs, ils ont été tous attrapés, on les a fait basculer sur un autre bateau. Enfin, ça me dégoûte. Voilà. Franchement, et ça m'attriste même beaucoup. Voilà. Sans commentaire. En plus, je sais que Camilla n'est pas forcément appréciée de toutes et tous en ce moment, mais elle prend la parole sur des sujets qui sont quand même lourds et je pense qu'il faut parfois le faire, surtout quand on est renseigné dessus. Pas comme d'autres, comme je l'ai dit la semaine dernière, quand on est renseigné sur le sujet, pourquoi ne pas prendre la parole pour justement aiguiller les autres, essayer de renseigner les autres. Donc voilà, merci Camilla d'avoir pris la parole sur ça. On continue un petit peu sur la même lancée avec Sarah Frézou qui dénonce le comportement de la police. En gros, vous le savez, Sarah Frézou
Fresoul, elle fait énormément de marches, énormément de manifestations et elle a dénoncé le comportement de la police parce que celle-ci n'a pas visiblement été, on va dire, exemplaire, polie ou encore d'autres mots que je ne vais pas prononcer. Et donc, Sarah Fresoul a décidé de faire passer un petit mot par rapport à ça. Et je pense sincèrement qu'elle a le droit de le faire, même si ça a été énormément critiqué. Bon, après, je tiens à vous préciser quand même qu'elle parle du comportement de certains policiers, mais vu la situation et vu le fait que Sarah Fresoul en parle quand même régulièrement, je me suis dit que ici aussi, c'était important de partager un petit peu les choses qui peuvent se passer sans que beaucoup de médias en parlent. Donc, je le fais et j'espère que ce sera également bien pris. Je vous laisse écouter ça. Je suis choquée, les amis. Regardez, tout le monde est assis. Tout le monde est assis sur la tête de ma mère que la police nous est rentrée dedans. Ils ont frappé des meufs. Je suis choquée carrément. Ça a gazé tout ça. Alors que tout le monde est assis depuis tout à l'heure. Tout le monde est assis depuis tout à l'heure. Si vous avez écouté le sommaire, vous avez forcément entendu que Maïsan et Emin sont un petit peu en guerre, et je peux même enlever le un petit peu de cette phrase. Et Maïsan a partagé une autre mésaventure qu'elle a eue. Vous allez l'entendre, mais en gros, elle a expliqué qu'elle a explosé un de ses 3 téléphones contre les murs suite à, on va dire, un breakdown émotionnel. Personnellement, je pense que c'est lié à Emin, mais on va y revenir juste après dans l'émission. Et donc, elle a eu un interlocuteur de Darty au téléphone. Et c'est quelque chose qui a beaucoup énervé Maïsan parce que celui-ci l'aurait un peu prise pour une bête, d'après ce qu'elle dit. Quand je dis bête, je parle d'idiotie, pas d'animal. Je tiens quand même à le préciser. Et donc, Maïsan, eh bien, avec son charisme légendaire et son vocabulaire tiré à 4 épingles, elle a décidé de nous raconter cette mésaventure. Accrochez-vous, ça va crier un petit peu, mais personnellement, j'ai trouvé ça et drôle et un petit peu irrespectueux envers la personne qui, je pense, faisait simplement son travail. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, parce qu'ici, on a vraiment les deux côtés. On a le côté, oui, ok, c'est drôle parce que c'est Maïsan, mais elle parlait quand même à un être humain à l'autre bout du fil. J'ai pas apprécié qu'il m'écrive en majuscule, je suis pas ta camarade, tu me crées pas dessus pour un devis, mais vas-y, c'est pas grave. J'appelle le numéro de téléphone, bonjour monsieur, je vous appelle le sujet d'un devis que j'aurais prétendument reçu sur mon adresse mail. Cependant, selon toute vraisemblance, il me semble que vous soyez en train de réparer mon appareil principal. De ce fait, je ne peux pas avoir accès à mon adresse mail. Est-ce qu'il y aura un autre moyen de me faire parvenir le devis, s'il vous plaît? Vous savez pas connecter votre adresse mail sur un autre numéro de téléphone? Sérieux? Si, monsieur, je sais le faire, mais je sais aussi que je suis pas une pierre à feu en fait. Donc à un moment donné, on est en 2025, je mets une double authentification sur ma boîte mail. Après, je suis pas obligée de rentrer dans les détails, mais je ne peux pas accéder à mon adresse mail tant que vous avez mon téléphone entre les mains. Non mais vous savez pas comment ça marche, vous savez pas ce que c'est une double authentification, il suffit du numéro de téléphone, vous savez m'appeler là avec un numéro de téléphone? Oui, monsieur, je vous appelle avec un numéro de téléphone, mais je sécurise mes comptes de manière un peu plus poussée. Donc j'ai une application d'authentification qui s'appelle Google Authenticator, qui fait une couche de sécurité supplémentaire, qui se trouve malheureusement installée également sur mon appareil. Donc non, je ne peux pas accéder à mon adresse mail pour la 16e fois. Monsieur, tu vas pas m'apprendre mon travail en fait, espèce de connard. Le mec il me lâchait pas, et d'ailleurs il a fait preuve de misogynie intériorisée et ça m'a beaucoup énervé. Il s'est mis à me dire non mais vous comprenez pas les mots que vous utilisez, vous savez pas du tout ce que c'est la double authentification. Moi j'ai pas de double authentification et ma boîte mail elle est très sécurisée. J'ai fait monsieur, donne-moi ton adresse mail maintenant, s'il te plaît, d'accord? Je vais te la péter en 2 secondes, d'accord? Je vais aller fouiller tes mails, je vais trouver ton abonnement Brazzers et je vais l'envoyer à ta femme et à tous tes collègues chez Darty, d'accord? Avec les catégories que tu visionnes, etc. Ne me chauffe pas, monsieur! Là, moi, il me montre le bouquin, il me montre l'énervement, je suis très énervée, on se dispute lui et moi, on se charque comme 2 cons, on perd 10 minutes de notre vie, c'est contre-productif. J'ai écouté, monsieur. À un moment donné, j'ai reçu un message me disant, en cas de non-réception du devis, veuillez contacter ce numéro. Je t'appelle, tu es censé trouver une alternative à la réception de ce devis, et pas m'expliquer c'est quoi la double authentification, alors que ton adresse mail c'est certainement une Yahoo, et que ton mot de passe, c'est forcément ton prénom, suivi de ta date de naissance, avec un point d'exclamation ou un arrobase. Tu vas pas prendre la vie, tu vas pas prendre la vie à moi. Donc je m'énerve avec lui et tout, je lui dis, comment je peux avoir autrement ce devis, s'il vous plaît, que sur cette adresse mail à laquelle je n'aurai pas accès, dans tous les cas, à moins que je vienne là dans ton entrepôt, et on va se frapper, toi et moi, je vais te mettre un tournevis dans la carotte. On n'a pas envie de ça. J'ai dit, donc dis-moi. Il me dit non. Chez Darty, on envoie les devis que par mail. Donc avant les mails, Darty, ils n'envoyaient pas les devis par courrier. Il n'y avait pas un pigeon voyageur, quelque chose, la poste, en vélo, quelque chose. Je suis énervée avec lui. Jimmy, j'arrive pas à me calmer. Je dis, monsieur, arrêtez de me prendre pour une imbécile tout de suite. Là, ça commence à durer un peu trop longtemps. Avant les mails, on avait une vie, d'accord? Vous n'êtes pas né à la Silicon Valley, monsieur. Je n'ai pas sorti du cul de Steve Jobs à un moment donné. Donc, avant une homicide, un pigeon, quelque chose, Louis XIV, quand il allait faire réparer sa roulotte. On arrivait à lui communiquer que ça faisait 2 écus d'or. Alors toi, je sais pas, fais le troubadour, dis-moi, chante-moi le devis. Dis-moi, ça te fera 1000 €. Y a pas de souci, je te dis oui ou non, tu répares mon téléphone, c'est réglé en fait à un moment donné. Il me dit non, mais pas du tout, je crois que vous comprenez rien à mon métier. Alors, par contre, tu vas te calmer tout de suite avec ton BTS 1000, d'accord, que tu mets les téléphones dans le jury toute la journée et c'est tout ce que tu fais. Tu vas pas m'expliquer à moi ce
que c'est de réparer un téléphone. Voilà, j'espère que vos oreilles n'ont pas trop saigné parce que moi, quand j'ai fait le montage de ce magnéto, je me suis dit « Oh my God, ils vont crier ». Ah, on termine les stories de la semaine, du moins celles faites en vive voix, avec Kim Glow. Et oui, Kim Glow, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de cette mère parfaite qui sait toujours tout sur tout et qui a la meilleure éducation possible pour sa petite Talia. Eh bien, Kim Glow, elle a décidé de pousser un petit coup de gueule. Moi, je pense que c'est un petit coup de gueule buzz, étant donné ce qu'elle dit au début. Elle dit, vous allez l'entendre, hein, qu'elle sait que cette vidéo va lui attirer des dramas, mais qu'elle s'en fout. Donc, j'ai un peu l'impression que ça a été fait exprès. Après, attention, je ne dis ça uniquement que parce que je le pense, voyons. Ça se trouve, j'ai faux, évidemment, je ne sais pas tout, je ne suis pas une mère parfaite. Mais bon, bref, Kim Glow a décidé de péter un petit scandale parce qu'elle est tombée sur un bob corail. C'est-à-dire qu'il n'était ni rose pour les filles, ni bleu pour les garçons. C'était un produit non genré, de couleur corail, et ça l'a totalement agacée. Donc elle a pété un petit coup de gueule. Mais tu sais quoi, Kim, si jamais tu n'as juste à prendre des vêtements roses pour ta fille, si tu veux vraiment qu'elle ne porte que du rose, parce que pour toi le rose est pour les filles, et tu n'es pas obligé de casser un coup de gueule sur des marques qui essayent de faire mieux et de tolérer les produits non genrés. Je vous laisse écouter ça, je l'ai fait avec beaucoup d'ironie, parce que c'est un sujet qui m'énerve beaucoup. Je vais faire une vidéo, je vais m'en prendre plein la gueule, c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais là, il faut trop que je le dise, c'est n'importe quoi, ça m'a trop énervé. Donc, vous voyez cette casquette là pour les enfants, donc là, elle est corail, je vais au magasin, je dis à la vendeuse, mais pourquoi il y a toutes ces couleurs bizarres et tout simplement pas de rose pour les petites filles, alors que la plupart, on a des garde-robes, faut dire ce qu'il y a du rose dans les petites filles, ça. Et elle me dit, en fait, cette marque, s'ils font pas le rose, tout ça, c'est pour les non-genrés. J'ai dit quoi? Là, on parle d'un bébé qui vient acheter une petite casquette et eux, ils font du non-genré. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi, mais d'aller mettre ça, même pour des articles pour bébés, c'est des fadas, c'est des débiles. D'aller intégrer ça, mais n'importe quoi. Non-genré de quoi? T'as un sgeg, t'es un mec, t'as une patchoule, t'es une fille, basta, ça, tu peux le tourner, monter à la lune, redescendre, faire ce que tu veux, c'est comme ça. Et ces gens, en fait, faudrait les aider. Ils ont un problème psychologique, peut-être juste mental, peut-être démoniaque, peut-être ce que tu veux, mais ces gens, faut les aider au lieu de rentrer dans leur jeu. Et les gens qui disent non, mais il faut les soutenir, l'ouverture d'esprit. Mais l'ouverture de quoi? T'es un mec ou t'es une fille, basta. Voilà, l'homme, il fait l'amour à la femme, tu fais un bébé, et c'est comme ça. Sinon, comment tu veux faire en fait? N'importe quoi. Je suis non-genrée, non, je n'ai pas de pénis. Ah, c'est n'importe quoi, je vous jure, ça me rend malade. Du coup, franchement, j'ai envie de la ramener la casquette et de passer à une autre marque, qu'eux, ils soutiennent ça. C'est n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. T'as envie d'être une chaise, aujourd'hui tu te prends pour une table, aujourd'hui tu te prends pour un couteau, aujourd'hui je suis une fourchette. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis une fourchette. C'est ta vie, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en cogne, chacun il fait ce qu'il veut. Mais viens pas mettre ça dans les marques pour bébé, en fait. Moi, je veux une casquette rose pour ma fille. Je veux pas une casquette corail parce que c'est le non-genré. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, Kim Glow est vraiment the perfect mom. Dernière story de la semaine rajoutée en voix off, Adixia a annoncé tromper Nicolo. Évidemment, c'est une blague, mais le 12 juin, elle poste « Bonjour tout le monde, j'ai trompé Nicolo avec un grand Mexicain, congolais de 2,50 m, je me sens mieux de l'avouer. » Une déclaration qui a mis les réseaux sociaux en ébullition, même si elle intervenait quelques heures seulement après que Nicolo ait partagé des images tendres de Adixia à la plage, en l'appelant « Amore mio ». Évidemment, ce buzz a fait énormément de bruit, donc Vivian a aussi enfoncé le clou en publiant une vidéo qui a été créée via l'IA et qui dit « Voici la preuve de ce que j'avance. Adixia, tu devrais avoir honte, la taille moyenne italienne est bien inférieure à celle du Congo et du Mexique. » Un peu plus tard, Adixia et Nicolo également ont annoncé qu'il y avait une réelle rupture. Ils ont finalement confirmé qu'il s'agissait d'une plaisanterie absurde, mais le buzz était là. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est lui qui a écrit ça en story. Si, pendant que j'étais en train de conduire sa voiture. Le mec, il prend mon téléphone et profite. C'est pas possible. Mais laisse-moi tranquille. C'est pas moi, elle a avoué les choses. Non, c'est pas vrai. Avec le mec de la sécu, t'es un grand malade. Quoi comme message? Bonjour Nicolo, c'était juste pour te prévenir qu'Adixia vous a trompé. Mais c'est une blague, mais les gens tombent dedans. En disant qu'elle avoue, vous avez trompé avec un Congolais de 2 mètres. Mais c'est, mais arrête, mais vous allez pas croire ça, vous savez bien que c'est lui là. C'est toi Adixia. Elle se sentait mieux de l'avoir enfin avoué. Je peux pas vous envoyer une capture d'écran de sa story si vous voulez. Mais c'est une blague. Bon, je pensais pas que c'était nécessaire que je fasse une story pour
expliqué que hier Vivian il a pris le téléphone de Adi et qu'il a fait une story où il dit qu'elle m'a trompé, mais c'est complètement faux. Du coup, ne croyez pas à la story que Vivian elle a postée hier. Parce que je suis pas quand même fou de faire un post aujourd'hui avec elle alors qu'elle m'a trompé. Ça va 20 minutes. Et surtout à quelle heure Adi, si elle me trompe, elle va faire une story où elle dit qu'elle m'a trompé avec un Congolais. Mexicain, je sais pas qu'est-ce qu'il a écrit, mais vous voyez bien que c'est pas elle qui poste un truc comme ça, ça lui appartient pas. Qui pourrait poster un truc comme ça? Il y a que Vivian. Les amis, c'est fatigant tout ça. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez entendu, j'ai été un petit peu ironique, mais c'est parce que chacune des stories, après celle de Sarah Frézou, je précise, m'a un petit peu fait poser des questions sur la capacité des influenceurs à générer du buzz. C'est-à-dire que Maïsan, elle va raconter ses mésaventures, ok, mais bon, on parle quand même de violence verbale. Kim Glou, elle est prête à tout pour qu'on parle d'elle, même si elle sait que ça va faire des tollés. Et un tollé, j'ai appris, ce n'est pas une tollée. Donc voilà, j'étais un petit peu dans l'ironie, j'espère que ça vous a plu. Nous allons maintenant rentrer dans le top actu, les 5 actualités du top actu qui vont vous faire réagir, j'en suis sûr. Donc c'est parti, jingle, top actu, c'est maintenant sur Mixosity. Je commence donc ce top actu avec Rim Renon. En fait, après des années passées à Bali, loin de son pays d'origine, de ses repères familiaux, Rim, cette figure bien connue de télé-réalité, semble prête à vouloir rentrer en France ou alors ailleurs, mais du moins quitter Bali. C'est une introspection profonde qui est partagée par Rim elle-même en story, mais qui, je pense, est également partagée suite aux récents bouleversements qu'elle a traversés et qui l'ont poussée à envisager une vie bien plus différente, bien plus posée et bien plus épanouie pour elle-même et ses 2 filles. On va pas se mentir, le mois de mai pour Rim, il a été compliqué. De retour sur le sol français, elle se fait arrêter dans un climat de tension, on en a parlé plus d'une fois, et c'est un moment difficile qu'elle a affronté en présence de ses enfants, même si selon Vincent Queijo et selon Rim, ils ont été protégés de la situation. Mais elle est consciente de la portée de ses choix, elle est consciente qu'elle doit assumer ses responsabilités et elle est consciente que peut-être elle doit offrir autre chose à ses filles qu'une vie paradisiaque à Bali, mais une vie qui est quand même assez superficielle si je peux me permettre. En fait, elle parle de la solitude qu'elle a ressentie face à cette histoire judiciaire, elle parle également du fait que ses filles sont très heureuses de voir leur famille et en fait, Rim, elle est en train de renouer avec l'essentiel, j'ai l'impression. Alors déjà, ces derniers mois, on a vu qu'elle était en cheminement on va dire spirituel, qu'elle essaie de se raccrocher à des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus posées, beaucoup plus terre à terre pour un meilleur quotidien. Et ici, je pense que le fait de voir ces filles qui sont très heureuses avec leur famille, etc., ça lui a peut-être fait un électrochoc en mode écoute, il faut peut-être qu'on reste ici et qu'on quitte Bali. En fait, c'est le 7 juin qu'elle a pris la parole sur Instagram dans des stories. Elle était dans un train direction Bordeaux et elle évoque son parcours à Bali, cet endroit qu'elle qualifie de magique et transformateur, mais qui aujourd'hui ne semble plus du tout en adéquation avec ses priorités de maman. En fait, elle dit qu'en France, elle est entourée de ses cousins, de ses oncles, de ses grands-parents, et qu'elle s'interroge, est-ce que ses filles ne méritent pas de vivre cette vie familiale plutôt que de vivre une vie certes belle à Bali, mais loin de tout, loin de tous et loin de l'amour qu'une famille peut apporter. Rim, elle sait que Bali, ça occupe une place très importante dans sa vie, mais elle sait également que le bonheur de ses filles prime avant tout le reste. Donc je pense en fait qu'elle est vraiment tiraillée entre le oui, mais on a une vie parfaite à Bali et tout simplement la famille qu'elle peut essayer d'agrandir et de construire en France peut être quelque chose qui est aussi bénéfique pour ses filles. Donc Rim n'est pas seulement en train de changer spirituellement, je pense qu'elle pense à changer géographiquement parlant et ça incarne une volonté de retour à l'essentiel, de remise en question des illusions qu'on peut avoir à Bali, parce que je pense qu'effectivement elle a une belle vie, elle a son travail, etc. Mais je pense que son rôle de maman en fait là est en train de la rattraper. Vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas j'ai trouvé ça très introspectif de la part de Rim et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Ah, Melanite, c'est quelqu'un qui a été connu en 2016 à la 6e saison du Bachelor et elle a enchaîné les émissions de télé-réalité, elle a un tempérament très explosif et c'est quelqu'un qui a souvent fait
parler? Eh bien, dernièrement, elle a pris la parole sur les opérations de chirurgie. En fait, elle est passée dans un podcast qui est animé par Michelle Sim, j'espère que je prononce bien, qui s'appelle Dr Good, et elle s'est livrée sans filtre sur son parcours personnel, évoquant son rapport au complexe, son rapport au corps et également à la chirurgie esthétique. Mela Knight raconte que dès son plus jeune âge, elle a nourri un sentiment de décalage entre ce qu'elle voyait dans le miroir et l'image de la femme qu'elle rêvait incarner. Ce sont des complexes qui, selon elle, étaient présents depuis l'enfance, qui l'ont accompagnée dans sa construction personnelle et qui ont été exacerbés lorsqu'elle est passée en télé parce que évidemment c'est un milieu où l'apparence est omniprésente et surtout sans cesse scrutée. Donc à la question de savoir pourquoi elle avait autant modifié son corps, elle dit « Étant donné que ma mère ne m'a pas donné le physique que je voulais, j'ai dû aller me l'acheter ». Alors c'est très Mela Knight cette réponse, mais je pense que c'est quand même une réponse qu'on peut prendre de manière un peu plus profonde dans le sens où elle devait vraiment se sentir mal dans son corps. Je pense qu'on peut même parler de douleur silencieuse qu'elle a portée au début de son enfance jusqu'à la télé-réalité. Elle énumère avec naturel toutes les modifications qu'elle a subies. Je le précise avant de vous les dire, ce n'est pas du tout une incitation à la chirurgie esthétique ou à la médecine esthétique. Si vous voulez en faire parce que vous avez un réel complexe, n'hésitez pas à contacter des professionnels, et je dis vraiment des au pluriel, mais c'est pas du tout pour en faire la promotion ou peu importe, ou pour vous donner envie. Cependant, Mela Knight a refait le nez, les dents, la poitrine, les lèvres, l'ablation des boules de Bichat, donc une opération qui vise à affiner les joues, et chaque opération, selon ce que j'ai compris, serait pour les Mela Knight un reflet de ce fameux besoin de s'aimer, de se sentir enfin belle, ou du moins, moi je pense que c'est surtout ça, de répondre aux standards qu'elle s'est forgés, des standards qu'on peut encore retrouver aujourd'hui dans notre société actuelle. Elle parle aussi de relations dans lesquelles son corps a changé parce que elle était pleinement dans sa relation, puis elle se laissait bien vivre, etc., etc. Du coup, il y a des moments où elle a pris du poids. C'est pas quelque chose qui est censé être alarmant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave de parfois prendre du poids, de parfois en perdre quand c'est pas en rapport avec une maladie ou avec la santé, etc. L'important, c'est toujours d'être équilibré, je pense. Mais Mela Knight, a toujours eu des complexes et des problèmes avec son corps. Cependant, elle s'est toujours porter une limite claire. Elle ne veut pas toucher à la partie inférieure de son corps. Donc Michel lui pose la question et elle a dit qu'elle n'a jamais fait d'injection ni de pose de prothèse au niveau des fesses, et elle dit qu'elle a très peur que, en fait, vu ce qu'elle a vu chez d'autres influenceuses qui ont souffert de complications, donc je pense à Luna Sky notamment avec tout ce qui s'est passé, ou même Mélanie Amar, eh bien Mela Knight montre qu'elle n'a pas envie en fait de malheureusement suivre le même chemin, et donc elle a quand même une certaine lucidité par rapport à ce qui se passe. Moi je trouve qu'à travers ce qu'elle dit dans ce podcast, on a une femme qui certes est sulfureuse, qui a une grande gueule, qui a du répondant, mais je pense qu'on a aussi une personne qui est blessée à l'intérieur, une personne qui a beaucoup souffert physiquement et certainement mentalement, et une personne qui en fait a envie de se façonner cette image qu'elle a toujours voulu avoir. C'est ce que je pense du moins, mais son témoignage pour moi, ça adresse pas seulement le portrait d'une femme férue de chirurgie, on voit une personnalité humaine, sensible, qui a longtemps cru que la beauté extérieure pourrait guérir les blessures intérieures. En tout cas, tout mon soutien à Mela Knight par rapport à tout ce qu'elle peut partager et à tout ce qu'elle a subi dernièrement. Rudy, tu nous parles d'Adixia, tu nous parles de Nicolo, mais tu nous as pas du tout dit qu'Adixia elle a quand même parlé de The Detective Club. Est-ce que tu peux en faire une actu ? Oui, bien sûr, tout de suite, messieurs, dames. J'ai vu vos petits messages me disant « Mais Rudy, tu parles que d'Adixia et Nicolo quand tu parles d'eux. Parle de The Detective Club parce qu'Adixia, elle en a parlé sur Aja. » Donc j'ai dit « Ok ». J'ai trouvé un petit article en ligne et du coup, je me suis dit « Vous savez quoi ? On va le prendre et on va en faire une actu. » Donc je pense que vous le savez, à partir du 16 juin, donc lundi, si je dis pas de conneries, on a demain en fait, on a The Detective Club qui va arriver sur W9. C'est un tournage dont Adixia a parlé chez Sam Zira. Elle a parlé de ça avec beaucoup de sincérité. Elle dit que c'est durant cette aventure qu'elle s'est donc rapprochée de Nicolo, mais elle a parlé d'autre chose. En fait, elle parle des coulisses de The Detective Club. Elle dit que dès les premiers instants, elle a ressenti une atmosphère très différente de ce qu'elle a connu dans le monde de la télé-réalité.
télé-réalité. Elle dit qu'elle est arrivée sur le tournage célibataire, pleine de confiance et qu'elle voulait être elle-même, sans masque et sans artifice. Oh, sans artifice, c'est mon podcast ça. Elle dit que c'est la première expérience en télé-réalité qui lui a vraiment permis de se sentir à l'aise, épanouie et sereine. C'est un tournage qui l'a poussée à s'ouvrir aux autres comme jamais parce qu'en fait, elle était célibataire et elle ne vivait pas le tournage à travers sa relation. Et ça, c'est quelque chose dont on a parlé en live justement, où on s'est dit que c'est la première fois qu'on verra Adixia pas en couple, du moins au début, à la télé, et que justement, on a toutes et tous hâte de voir sa personnalité pour de vrai ressortir. Elle dit qu'il y a un élément majeur dans The Detective Club, c'est que l'émission ne met pas en scène les conflits, les rivalités, etc., mais qu'on a simplement la cohésion, la coopération, l'enquête et le jeu. C'est un concept qui permet aux participants de se concentrer sur la mission et qui crée un esprit d'équipe où les tensions ne sont plus là, mais qu'ils ont tous et toutes une complicité. Bon, on verra bien ce qu'il en sera le jour J, parce que pareil, on peut parler de The Power. La saison 1, elle était incroyable, je trouve, parce qu'on n'avait aucun moment de clash, aucun moment de rapprochement, on n'avait rien de tout ça. Cette année, j'ai l'impression que les conflits ont quand même pas mal été mis en avant et qu'ils ont pas mal pris le pas sur le jeu aussi. Adixia, elle parle aussi du fait qu'elle a fait pas mal de rencontres amicales comme Benoît Dubois. Elle a aussi eu un lien de tendresse avec Enzo, avec Hugo et Marine et avec Valentin et évidemment avec Nicolo. Bon, et vous l'avez aussi compris, elle a retrouvé Julien Tanti sur le tournage, donc elle n'était pas non plus perdue dans une école qu'elle ne connaissait pas, quoi. Concernant The Detective Club, d'après tous les commentaires que j'ai pu lire, j'ai surtout vu que les gens ont un peu hâte de voir le déroulé de la rencontre Nicolo-Adixia et leur rencontre amoureuse surtout. Cependant, tout le monde a l'air de ne pas avoir envie de regarder cette émission par rapport au jeu. Alors, personne n'a envie de voir ça. Tout le monde dit que les teasers sont nuls, que juste l'enquête elle va être un peu nulle en fait, que ça a pas l'air ouf et que surtout ça a l'air vraiment plat et que c'est pas du tout ce qu'on aimerait voir en télé-réalité. Moi je pense que malheureusement ça va être une télé qui va être connue uniquement grâce au couple Nicolo-Adixia, et si c'est le cas, je trouve que c'est super dommage. En tous les cas, vous me direz si vous allez regarder, mais j'avoue que perso, vu que je vais regarder pour le taf et pour mon envie personnelle, j'ai hâte de voir Adixia seule au tout début. J'ai eu aucun ennemi et mon coup de cœur, en fait là tu vois je suis arrivée célibataire, pleine de confiance, c'est le premier tournage d'ailleurs qui m'a fait me sentir bien, je me suis vraiment ouverte aux autres et j'ai eu que des coups de cœur et j'ai eu aucun ennemi. Pas de friction, pas de conflit, pas une dispute, Adixia ? Aucune dispute parce que franchement c'était pas du tout le programme pour déjà. Ils mettaient pas vraiment les histoires en avant. On était vraiment dans une enquête et vraiment j'ai. Après bon, on va dire que j'ai moins parlé à Nasser, on va dire, mais je me suis prise la tête avec personne et j'ai eu que des coups de cœur. Vraiment, j'ai découvert de très très belles personnes sur ce tournage. Et si tu devais en choisir un, à part Nicolo, de coups de cœur ? Ouais. Moi je dirais. Allez, top 3 dans ce cas. Le top 3 coup de cœur d'Adixia dans The Detective Club. Regarde. Benoît Dubois déjà. Incroyable. On faisait des spectacles tous les soirs. Vraiment, il est incroyable. Des pestacles ? Des pestacles. Tous les soirs, c'était nous les stars du salon. Enzo Zadig, je l'ai adoré. Et évidemment, Hugo et Marine. Voilà, je les ai adorés aussi. Valentin aussi. Ouais. En fait, j'ai eu vraiment... de belles amitiés là-bas. Et qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver Julien Tanti, sachant qu'à l'époque, tu étais très amie avec Manon ? Bon, comme d'hab. Julien, c'est comme d'hab, on se voit toujours dans les aventures. Donc, non, après, comme d'hab. Avec Julien, on s'entend très bien. On n'a jamais... Et comment ça a été géré le fait qu'avec Nicolo, c'est vrai que vous avez officialisé votre couple sur les réseaux sociaux avant? Est-ce que vous en avez parlé avec les personnes qui font l'émission, avec la presse? Est-ce que vous avez dit c'est trop difficile pour nous, franchement on peut pas? Il y a une règle, je crois, genre fallait pas que vous vous embrassiez en public. C'est ça, c'est vrai qu'il faut pas spoiler en fait le programme, sauf que évidemment c'est plus fort que nous, on peut pas se cacher pendant des mois. Oui. Là, déjà le programme il arrive le 16 juin, déjà on s'est mis ensemble fin du tournage, donc attendre tout le long ça aurait été compliqué. Et puis maintenant je pense que c'est plutôt une manière justement de donner encore plus envie aux gens de voir comment notre relation elle est née là-bas. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on est parti à Walibi, par exemple, on a été pris en vidéo en train de s'embrasser, genre on regardait un peu partout pour voir si quelqu'un nous regardait, mais c'est pas parce qu'on cherchait le regard des gens, comme les gens disaient en commentaire, c'est juste qu'on peut pas et on n'avait pas le droit.
Les amis, nous parlons de Bastos, Bastien Grimal, qui a fait une interview dans le jet de Jordan Deluxe. Et j'avais très envie de revenir dessus pour un point. Bastos a dit qu'il était millionnaire. Il a dit ça du coup le 5 juin 2025. Il parle de cette fameuse question qui est la question de l'argent, une question à laquelle peu d'influenceurs répondent. Lui, il a décidé de le faire. Il a dit qu'il a aujourd'hui un seul patrimoine brut qui dépasse le 1 million d'euros, mais il a tenu à nuancer ses propos en disant qu'il ne s'agissait pas d'1 million d'euros net, car une partie importante de ce patrimoine est encore soumise à des crédits et des investissements sur le long terme. Jordan lui demande le montant de ses économies disponibles sur son compte et Bastos a joué le jeu en disant qu'il était transparent. Il a révélé qu'il dispose d'environ 15 000 euros sur son compte courant, ce qui a suscité la surprise de Jordan Deluxe. Et Bastos explique que la majeure partie de ses revenus est intelligemment placée dans des fonds d'investissement ou sur le compte de sa société. Il dit qu'il a 200 000 euros sur ce compte professionnel, soulignant qu'il préfère sécuriser son argent plutôt que de le laisser dormir sans but. Si on en croit ce qu'il dit, du coup, on est vraiment sur une forme de prudence, de stratégie financière qui est pas forcément commune dans le monde de la télé-réalité parce que on a beaucoup de candidats qui ont une consommation ostentatoire, quoique moins maintenant depuis que les placements se sont effondrés. Bastos a aussi révélé son salaire mensuel. Il a dit qu'il se versait uniquement 2 500 euros par mois à travers sa société. C'est un montant qui semble peu élevé au regard de sa notoriété, mais il dit que ça correspond à une gestion optimisée et que ses revenus globaux sont bien plus importants que ça et qui ne sont pas perçus en tant que salaire. Il facture à YouTube des montants qui peuvent varier entre 8 000 et 20 000 euros par mois selon les périodes, mais cet argent reste affecté à sa structure professionnelle, donc les bénéfices sont réinvestis ou utilisés à des fins spécifiques et ce ne sont pas des gains perso. Bastos a aussi mentionné qu'il est actif sur d'autres plateformes, Instagram, Snapchat, Twitch et TikTok, et donc qu'il gagne des revenus sur ça, mais par rapport à TikTok, il dit que il n'est pas forcément attiré par ce format et qu'il préfère se concentrer sur les canaux où il sent davantage qu'il est lui-même et où il peut offrir un contenu beaucoup plus cohérent avec justement qui il est. Donc si on en croit tout ce qu'il dit, alors déjà le côté millionnaire c'est vraiment titré par les médias, mais c'est surtout qu'il a un bon placement patrimoine. Et surtout, il serait assez prudent par rapport à son argent. On peut dire tout ce qu'on veut sur Bastos et on va y revenir dans un instant dans mon avis sur ce qu'il a dit sur les influx, mais je pense que ça, en l'occurrence, c'est la vérité et qu'il fait très attention à l'argent. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes millionnaire, Bastos? À mon avis, je dois être dans ces eaux-là parce qu'en fait, j'ai des crédits. D'accord. J'ai des crédits et ce que j'ai déjà payé, je ne sais pas si ça arrive à 1 million, mais par contre, en patrimoine brut, oui, j'ai plus. Ouais. Mais je dois encore de l'argent pour rembourser. Donc vous avez un peu pendant 25 ans. Donc vous êtes millionnaire. En patrimoine brut, mais pas en patrimoine net. Tu vois, ce que j'ai payé sur mon patrimoine, c'est pas 1 million. Je peux vous demander combien vous avez de côté aujourd'hui sur vos comptes bancaires? Je sais pas, je dois avoir sur le compte bancaire, parce qu'après il y a les investissements aussi, les fonds d'investissement. Sur mon compte bancaire perso. Ouais. Là je l'ai. Hein. On va voir. Je sais pas. Alors Fortunéo. Hop. On adore Fortunéo parce que c'est voilà, fortune, on adore la fortune. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein, il y a 15 000. 15 000, d'accord. Ouais. Il n'y a rien de côté. Si, mais après, je te dis, c'est placé. D'accord, tout est placé. C'est placé, et puis après, j'ai sur mon compte de société, j'ai de l'argent. D'accord. Alors 15 000, ça, c'est votre compte courant? Sur mon compte de société, je dois avoir quoi, 200 000, un truc comme ça. D'accord, c'est pas mal. Oui, c'est bien. C'est pas mal. Vous gagnez combien par mois aujourd'hui, Bastos? Ça varie, mais disons que moi, ce que je me paye, ce que ma société me paye, ça, c'est 2500. Par mois. Par mois. Et tout le reste, c'est des notes de frais. Après, moi, je facture. D'accord. Je facture à YouTube. D'accord. De l'argent. Par contre, YouTube, ça rapporte combien? YouTube, par mois, ça me rapporte entre 8 et... Enfin, je facture à YouTube, ça veut dire que ça va sur ma société. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que c'est de l'argent qui me revient. D'accord. Mais je facture à YouTube entre 8 et parfois ça peut monter jusqu'à 20. Donc, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros. Alors, par contre, on va prendre un très gros mois. Donc, 20 000 euros pour YouTube. Vous avez Twitch, vous m'avez dit 5 000 euros Twitch tout à l'heure. 5, ouais. Vous savez, je facture, encore une fois, ça va sur ma société. Vous avez quoi d'autre? TikTok? TikTok. 5 à peu près. TikTok, non, TikTok c'est complètement irrégulier. Je fais un TikTok tous les 2 mois, donc ne le comptons pas. Mais par contre, Snap me rapporte beaucoup avec mon Snap Show.
Snapchat, en fait. Vous êtes un des rares à en avoir encore un parce que maintenant on peut plus en avoir un. Ouais, il paraît. Et c'est très bien, ça rémunère. Snapchat. Snapchat, je peux monter à autant que sur YouTube. Donc vous pouvez monter jusqu'à 20 000 € sur Snap. Ouais, en facturation. Donc si on cumule tout, Snap plus, on peut monter jusqu'à 70 000 € par mois. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Je pense que on monte jusqu'à 40 que je facture. D'accord. Et puis après, on rajoute une fois de temps en temps un placement de produit. Maintenant, encore une fois, ça vient sur ma société. Okay. Non, bien sûr. S'il fallait que je tire cet argent, une fois toute taxe payée, etc., on serait à encore moins de la moitié, quoi. Ouais. Alors, le mini gros dossier du Top Actu, c'est Carla Talon. Carla Talon traverse une période éprouvante. On a vu que apparemment, Carla et Brian seraient en dispute, que Brian aurait trompé Carla Talon. On en a parlé la semaine dernière, on s'est demandé si c'était pas du buzz, et vous allez voir que les choses ont évolué. Petit contexte, elle a remarqué un changement dans le comportement de Brian. Elle dit qu'il y a une distance qui s'est installée, moins de vidéos ensemble, absence répétée, regard fuyant. Elle a commencé à se sentir seule, comme si quelque chose s'était brisé, sans qu'elle sache pourquoi. Elle dit qu'elle avait une intuition persistante, un pressentiment douloureux qu'il y avait une autre personne dans la vie de Brian, notamment parce qu'il rentrait beaucoup plus tard de la salle de sport et parce que oui, juste il était moins présent tout en étant présent physiquement. Il y a quelqu'un qui lui a dit « ton mec, il est pas carré » et depuis, Carla Talon ferait des immenses cauchemars où Brian serait en train de la tromper. Voilà. Et un nouvel événement a été rajouté. Elle était malade, clouée au lit, avec une grande toux et Carla a vu Brian partir en soirée avec un ami. Il a choisi de se rendre au Sky, une boîte de nuit de la région de Nice, malgré l'état physique et émotionnel de Carla. Carla, elle a dit qu'elle a hésité à le retenir, mais elle voulait pas se montrer possessive. Donc dans la soirée, Brian, il a tenté de la rassurer avec des messages qui justifiaient la présence de filles autour de sa table. Il parle de Georges, son ami, puis il dit qu'il peut faire partir les filles en disant qu'elles étaient déjà là à leur arrivée, que c'est rien, etc., etc. Des explications maladroites qui ont été reçues par Carla comme quelque chose de totalement pas sincère. Carla nous dit qu'elle reçoit une photo de Brian où il a une fille à gauche, une fille à droite et c'en était trop pour elle. Donc elle s'interroge à voix haute. Comment un homme peut-il sortir en boîte entouré d'autres filles pendant que la mère de son enfant est malade, elle se repose seule, en silence et elle essaye de pas transmettre du stress au bébé. Elle dénonce ce qu'elle considère comme une indifférence inacceptable, une attitude qu'elle qualifie de non pardonnable. Elle a même fait un appel à sa communauté, elle a demandé à ses abonnés d'essayer de savoir ce qui s'est passé dans cette fameuse boîte de nuit et Carla, si on la croit, elle apparaît plus fragile que jamais, plus humaine que jamais et plus en stress que jamais et elle dit qu'elle pense sincèrement à son bébé, c'est tout. Autre chose qui s'est passé, Carla et Brian étaient en pleine dispute et évidemment comment on l'a su, parce que Brian a décidé de sortir son téléphone, il s'est mis en mode vidéo, il a filmé tout ça comme si c'était une dispute qui devait être partagée. Carla, elle a été agacée, elle lui a dit « tu veux pas arrêter de snapper 2 secondes, je comprends pas ton délire, t'as quel âge ?» Et elle a dit « fais tes affaires, je te demande de quitter l'appartement ce soir. » Alors, on pourrait la croire, moi personnellement j'ai l'impression que c'est une petite mise en scène. Je vous laisse écouter ça. Autant que je la trompe, si je passe pour un trompeur, en fait j'aurais dû aller la tromper, me taper une meuf, rentrer le lendemain, dire que je dormais chez un pote. Voilà. La prochaine fois je vais faire ça. Montre les preuves, vas-y montre les messages s'il te plaît. Ils sont tous là. Moi en train de pleurer quand t'étais en boîte de nuit l'autre soir. Je t'ai fait pleurer moi. Je t'ai envoyé la photo. Mais j'ai rien fait frère. Je vais expliquer ce qui s'est passé le week-end dernier. Si toi tu penses que c'est... Je suis sorti en boîte de nuit, voilà. Je suis sorti en boîte frère, je vais ressortir en boîte. D'ailleurs fais tes affaires et je te quitter l'appartement ce soir. Comment ça quitter l'appartement? Oui. Mais comment ça, je rigole ou quoi? Ouais, je t'ai pas Parce trompé, que j'ai rien fait, t'as tu me pas de diras preuve. pas la vérité. Donc là tu veux que je fasse mes valises? Oui, exactement, oui. Vas-y, très bien, c'est bon, je fais mes valises. Eh, on peut parler s'il te plaît? S'il te plaît, on peut parler 2 secondes, frère. 2 secondes, je suis occupée. Pourquoi tu veux poster des trucs en mode je te trompe, je sais pas quoi, sur YouTube, faire des dramas alors que... C'est pas des dramas, si t'avais rien à te reprocher, tu t'en foutrais que je mette ces messages-là.
Brian il dit commence à quitter l'appart, tu rigoles. Carla elle reste inflexible, elle n'hésite pas, elle dit parce que tant que tu me dis pas la vérité et que j'ai pas de preuves, tu pars. Et apparemment elle a dit on verra ça dans la vidéo YouTube s'il n'y a pas de preuves. Alors on est sur un teaser, on est sur quoi là, j'arrive pas trop à comprendre. J'ai vraiment l'impression encore une fois que c'est un mélodrame finalement de buzz. Et évidemment tout le monde ne fait que dire ça. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui croient à tout ce qui se passe. Et ça, c'est ce qu'on avait dit et c'était ultra malheureux. C'est ce qu'on avait dit l'année dernière. On avait dit qu'il y a tellement de buzz autour d'eux et qu'il y a tellement eu de buzz autour d'eux que maintenant, on a du mal à croire les choses. C'est-à-dire que les gens ont du mal déjà à croire qu'elle est réellement enceinte. Ils ont du mal à croire que Brian est réellement le père du bébé. Et maintenant, on a réellement du mal à croire que Carla est dans le mal. Donc, c'est assez compliqué à comprendre. Dans tous les cas, je vous en parle, mais c'est vrai que les internautes ne sont pas tendres avec eux parce que personne n'y croit. Moi, si vous voulez mon avis, ce que je crois, c'est qu'elle est enceinte. Ce que je crois, c'est qu'il y a peut-être des tensions entre les deux. Par contre, ce que je crois également, c'est qu'ils en jouent et qu'ils font énormément de buzz par rapport à tout ça. Vous me direz ce que vous pensez, mais en tous les cas, c'est quand même quelque chose qui fait parler. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. On va passer à mon avis sur Bastos qui clash les influenceurs. Je vous raconte ça dans un petit instant. En attendant, ceci est un rappel pour vous d'aller boire de l'eau parce qu'il fait extrêmement chaud ce week-end. Alors, comme vous le savez, mon avis sûr, c'est un moment où il n'y a pas de script, où je discute simplement avec vous. Et cette semaine, j'ai décidé de mettre en avant une petite vidéo de Bastos qui a critiqué les influenceurs qui sont invités à des événements type Roland-Garros, type le Festival de Cannes, etc. etc. J'en ai parlé sur Twitch et en fait, je voulais en reparler ici pour avoir l'avis d'une communauté un peu plus conséquente. Ce que Bastos il va reprocher, c'est qu'il y a des gens qui sont invités à droite à gauche sans forcément trop savoir pourquoi, que les stories elles sont à répétition, que dans ce genre d'événement, dès que nous, en tant que consommateurs de contenu, on va voir les stories, on voit toutes les mêmes, avec les mêmes tenues, les mêmes marques, les mêmes événements, etc. etc. Et ça, c'est un point que je peux comprendre. Cependant, en fait, le fond, je peux l'entendre, mais la forme qu'il utilise pour raconter ça, j'ai l'impression qu'il est surtout assez aigri de ne pas être invité. Ce n'est que mon avis. C'est-à-dire que si on se pose 2 minutes et qu'on se parle, vous et moi, dans le blanc des yeux, si Bastos avait été invité au Festival de Cannes, est-ce que vous pensez qu'il aurait dit non ? Sincèrement, moi, je ne pense pas qu'il aurait dit non. Et donc, je me dis que peut-être il n'a pas été invité et que c'est surtout ça qui le peine. Je ne sais pas, c'est mon avis, ou quelque chose du genre. Mais dans tous les cas, je le trouve quand même assez aigri sur la situation. Avant de vous laisser écouter, je veux aussi vous dire autre chose. C'est ce que j'ai dit sur Twitch et je vais répéter ici. De source sûre, de ce que je sais, c'est que par exemple, au Festival de Cannes, il y a des influenceurs qui sont invités, mais qui ne vont même pas voir le film. C'est-à-dire qu'ils montent les marches et après, ils se tirent. Tu as une autre catégorie d'influenceurs qui sont passionnés par le cinéma et qui sont invités pour ça et qui donc vont voir le film pour lequel ils sont invités et ça c'est très bien. Et je trouve qu'il y a aussi une troisième catégorie d'influenceurs qui sont invités, qui ne connaissent pas forcément tout ce monde de cinéma et qui veulent et qui ont soif d'apprendre et qui donc peuvent nous partager les coulisses et s'enrichir d'une expérience. Et ça aussi je trouve que c'est ok. Quand j'avais dit ça, on m'a aussi dit en commentaire que parfois il y en a qui sont simplement invités par des marques et des applis qui ne sont pas forcément invités pour voir un film. Donc je pense qu'en fait on n'est pas forcément au courant de tout, mais c'est vrai que je peux entendre et je peux comprendre ce trop plein de y a trop de stories qui sont similaires, trop de marques qui sont représentées qui sont similaires, etc. etc. et c'est un peu les mêmes contenus en boucle quoi. Donc ça je peux l'entendre, mais comme je le dis souvent, il y a le fond et la forme, et ici je trouve que la forme n'est pas forcément respectable. Je vous laisse écouter ça. J'ai une petite question pour vous. Vous en avez pas marre, ça vous gonfle pas de suivre, je dis une bêtise, 30, 50 influenceurs et de les voir à la queue leu aller tous les uns après les autres, enfin pas les uns après les autres, les uns en même temps que les autres, dans les mêmes putains d'endroits, les mêmes putains d'événements, faire les mêmes activités, les mêmes sports en même temps, représenter les mêmes marques le même jour. Moi, ça me gonfle à un point. Festival de Cannes, Monaco Grand Prix, Roland-Garros, Will of Green. En fait, vous êtes en train d'essayer de démontrer quoi? Que vous n'êtes que tendance, vous n'êtes qu'argent, vous n'êtes que superficiel, vous n'êtes que matériel. Vous n'avez aucun centre d'intérêt à vous.
porter les mêmes vêtements en même temps que les autres. En fait, moi, je vois ça et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de faire l'inverse de ce que vous faites systématiquement. Parce que j'ai peur. Vous me faites peur. Des putains de moutons. Les gars, ils vont jusqu'à... Genre, ça y est, le running, c'est à la mode, tout le monde va courir. Demain, si c'est le curling, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Avec tout le respect que j'ai pour le curling. Vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, no shade envers qui que ce soit. Mais juste, quand j'en ai parlé sur Twitch, ça a fait beaucoup réagir. Et je me suis dit que j'allais en reparler ici pour un petit peu avoir l'avis d'une communauté plus grande. Parce que je sais que MTT est quand même mon contenu le plus regardé et le plus apprécié. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui. Nous sommes donc à la moitié de l'émission. N'oubliez pas, si jamais vous voulez soutenir, de laisser un petit like, histoire qu'on atteigne les 1000 likes aujourd'hui. J'ai également vu des commentaires me disant Rudy met plusieurs emojis à travers MTT pour que ça soit plus interactif, donc j'ai décidé d'en rajouter un au milieu de l'émission. Donc pour savoir si les gens regardent l'émission complètement, vous allez être dans l'exclusivité de cette emoji de mi-émission. J'ai décidé en emoji de mi-émission de mettre quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est vraiment pour voir qui reste jusqu'ici. Et donc pour ce faire, pour l'emoji de mi-émission, n'hésitez pas à mettre une baleine dans l'espace commentaire. Ça va être généralement des animaux, je pense, pour le mi-MTT. Donc n'hésitez pas, ça sera l'emoji de mi-émission. Abonnez-vous à la chaîne pendant que vous êtes en dessous si c'est pas fait. Je vous rappelle qu'on vise les 100 000 abonnés un jour, pourquoi pas. Et je vous retrouve dans un instant pour le cœur actu, l'actu international, évidemment le gros dossier et l'astro actu. C'est parti, c'est maintenant sur Mix the Tea. Alors vous allez voir, il y a beaucoup d'amour dans ce cœur actu. On commence avec Julie Ritchie. Depuis plusieurs jours, Julie Ritchie est au cœur des discussions sur les réseaux sociaux. Entre controverses, transformation physique et maintenant spéculation de vie amoureuse. Je vous rappelle que dernièrement, elle avait mis fin aux possibles rumeurs de romance avec Vivian et Julie a fait une apparition remarquée dans une autre vidéo avec Raphaël Pépin. C'est avec lui qu'elle s'affiche dans une ambiance assez conviviale mais très complice, donc évidemment, tout le monde se pose une question. Julie attire l'attention avec cette nouvelle idylle, qu'elle soit réelle ou non. Eh bien, c'est vrai qu'avec Raphaël Pépin, on a pu les voir ensemble, mais apparemment, c'était lors d'un événement TikTok organisé dans un château où les influenceurs sont venus. Raph lance à la caméra, on est à un événement avec la plus belle, et Julie répond le plus beau. Le ton est très léger, les sourires sont visibles, et tout le monde se pose une question. Est-ce qu'on est réellement sur une romance naissante ou tout simplement une manipulation de buzz? Moi, je pense que la réponse est très vite répondue, justement. Ils ont un dialogue qui est assez anodin, mais qui a alimenté les rumeurs. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même qui disent que c'est bizarre qu'ils soient ensemble. Moi, je vous le dis très clairement. Je pense que c'est juste parce que ils ont été invités au même endroit, au même moment. Et voilà, tout simplement. Et je pense également qu'ils savent en jouer et qu'ils vont en jouer. Et que c'est, encore une fois, des choses qui vont faire pas mal de buzz et pas mal parler sur les réseaux sociaux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça fait quand même un peu de bruit. Oh là là. Les amis, on a un événement avec la plus belle. Le plus beau gros événement. Ah là, mais ça rigole pas. Live TikTok. Franchement, moi qui suis pas TikTokeuse, je vais découvrir ton monde, Raph. Non, c'est le tien, ça. Ça va être bientôt le tien. Moi, on va voir. Je vais vous montrer le plateau télé. Donc là, on est dans un château. Donc ce soir, il y a un gros live de 21h à minuit avec plein de TikTokers. Le gros Raph, le grand Raph. Non, pas le gros, c'est le grand Raph. Il y a Vivian, il y a Delina, il y a Palogne, il y en a plein, il y a l'horloger, il y a Spider. On est un gros groupe de 22 personnes. Donc moi, je suis là en tant qu'invitée parce que je ne suis pas encore sur TikTok. Mais franchement, je m'intéresse, je trouve ça bien. Je découvre et là, je vais vous montrer parce qu'il y a une logistique de ouf. L'événement fait par Dark Day. Grosse dédicace à Dark Day Event. Je m'attendais à quelque chose de fort, de grand. Je pense que c'est du
Je pense que c'est du jamais vu sur TikTok. Hein. Réunir autant comme ça de TikTokers, des jeux, une cagnotte, la cagnotte de Dark à gagner, ça va être incroyable. Restez connectés sur Dark Day Event, c'est en live, c'est en direct, vous allez voir. Ça promet quelque chose de lourd. J'ai du mal avec les prénoms de tout le monde parce que vu que je suis pas tout le temps sur TikTok, au fur et à mesure de la soirée, je vais vous montrer avec qui on est, mais il y a des bombes de partout. Tout le monde est sympa, gentil. Là, on est sur une lyonnaise. Regardez comment elle est belle. Tout le monde se filme. On est tous en train de se filmer. Là, là, là. Au fond, vous avez Julien Berthe. Il y a... comment il s'appelle? Je me souviens plus. Je vais tout vous montrer. Greg Yega sous influence encore. Et oui, c'est pas la première fois que Greg fait l'objet d'une telle polémique. Depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, des vidéos similaires font surface régulièrement, déclenchant à chaque fois une vague de haine, des commentaires inquiets. Et ce comportement, il est encore là. Certains internautes évoquent une potentielle consommation excessive d'alcool et d'autres parlent de substances très dures lorsqu'il s'agit de Greg. En fait, le week-end du 8 juin, il y a une vidéo qui a été prise dans un club branché, qui a circulé sur les réseaux sociaux et Greg apparaît méconnaissable. Il a un t-shirt rouge, les traits fatigués, le regard vide et il semble totalement déconnecté de ce qui l'entoure. Donc évidemment, tout le monde se dit « encore ». Greg, il n'a pas répondu. Il répond jamais par rapport à ça. Alors, il n'y a personne qui prend la parole pour commenter ses vidéos, renforcer ou désamorcer les inquiétudes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, ça fait parler, comme à chaque fois. Aujourd'hui, malgré l'image qu'il essaye d'avoir un peu plus sereine, un peu plus mannequin, un peu plus je ne fais plus la fête, etc., finalement, son quotidien le rattrape à cause de ses sorties, de ses consommations, etc., etc. Donc, honnêtement, moi, j'ai envie de croire que oui, c'est possible qu'il soit sous influence. Vous me direz ce que vous en pensez et faites attention à vous. Petite prévention. Giuseppa s'est absentée quelques jours sur les réseaux sociaux et elle est revenue avec une série de confidences assez alarmantes. Elle a révélé à sa communauté un état de santé qui est assez préoccupant. En fait, vous le savez, elle est connue pour être transparente sur les réseaux sociaux. À 23 ans, elle fait face à des défis qui mettent à rude épreuve son corps, son moral et l'équilibre dans son couple. Et dans ses récentes stories, Giuseppa, elle apparaît affaiblie, amaigrie et inquiète. Elle révèle qu'elle a perdu 2 kilos en seulement 3 jours et elle parle d'une dégradation rapide de son état, avec des symptômes si préoccupants qu'elle envisage une visite aux urgences pour faire une série d'examens. Giuseppa dit qu'elle va devoir se faire opérer du col de l'utérus, une information qu'elle promet de détailler en détail plus tard, mais dans l'immédiat, ça laisse planer une atmosphère lourde. Alors, j'ai fait des petites recherches sur internet parce que je voulais chercher un magnéto où elle en parlait et les seules fois où j'ai vu qu'elle en parlait de son utérus, c'était déjà il y a 2-3 ans en arrière parce qu'elle avait de vives douleurs. Donc peut-être que c'est pas quelque chose qui est nouveau en fait. Malheureusement pour elle, on le sait, j'en ai déjà parlé, son quotidien il est aussi rythmé par d'autres choses. Les jugements permanents des abonnés qui n'hésitent pas à commenter la moindre de ses publications, parfois avec des violences verbales. On avait notamment dernièrement Paga qui lui offrait un cadeau hors de prix et les gens étaient là en mode elle pourrait au moins réagir, mais elle a juste réagi sans en faire des tonnes. Et c'est quelque chose qui n'a pas visiblement plu. Mais aujourd'hui, ce que va traverser Giuseppa, ça dépasse le cadre de simple mauvaise passe sur les réseaux sociaux. On voit que son corps souffre, son esprit, il est en doute, son couple aussi, il est un petit peu... il est tangible, quoi. On essaye de vraiment resolidifier les choses, mais faut du temps. Et aujourd'hui, je vois qu'elle est en mode appel au calme, elle s'efface un petit peu pour mieux revenir. Et surtout, la santé, on rigole pas avec. Et je pense que ça, Giuseppa, elle l'a compris. Et que ici, c'est vraiment ce qu'elle veut mettre en avant. Je lui envoie tout mon soutien et je vous tiendrai au courant dès que j'en sais plus. Je vous ai dit qu'on allait parler d'amour et je vous parle de Melanida Cruz. Melanida Cruz semble avoir décidé de lever le voile sur sa situation amoureuse. Alors, la dernière fois qu'on l'a vue, il me semble que c'était sur un podcast avec Shera Kerinsky et le 8 juin, elle laisse entrevoir une photo. Sur cette photo, on la voit allongée, lunettes de soleil sur le nez, l'air détendu, le regard fuyant, blottie contre un homme dont l'identité n'est pas révélée. Son visage n'apparaît qu'en partie, mais quelques éléments
éléments suffisent à piquer la curiosité des internautes. De longs dreadlocks, une casquette rouge avec un logo LA, une posture très protectrice, une photo captée sur un bateau dans un décor ensoleillé, loin du tumulte habituel des réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que Mélanie alimente les rumeurs sentimentales. Depuis son divorce avec Anthony Martial, avec qui elle partage un fils, elle a toujours cultivé une forme de mystère de sa vie privée. Par moments, elle laisse entrevoir des rapprochements, par moments, elle ne dit plus rien. Donc elle est vraiment, je pense qu'elle oscille en fait entre j'ai envie de partager et j'ai envie de garder les choses pour moi. Cette fois-ci, on a moins d'ironie et plus de sincérité. Après des mois à revendiquer son célibat, y compris face aux rumeurs qu'il y avait par rapport à un membre du PSG, aujourd'hui, elle semble tourner une nouvelle page. Mélanie envoie un petit message donc à celles et ceux qui la suivent et à ceux qui la jugent. Elle avance à son rythme, selon ses propres règles. Ce nouveau compagnon, dont l'identité reste pour le moment secrète, pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre, moins exposé, plus sincère, plus intime. Et comme toujours avec Mélanie, rien n'est laissé au hasard. Elle ne parle pas, donc son silence est aussi éloquent que ses mots, et chaque image partagée, même la plus anodine, rend tout le monde accro. Oui, j'ai fait une rime. Nous allons donc attendre la suite, peut-être qu'elle en partagera plus, peut-être pas. Dans tous les cas, je suis content pour elle, et j'espère sincèrement que cette relation pourra fonctionner. Une candidate de télé est enceinte. Je vous parle de Evie Kaisak, plus connue du grand public pour ses participations notamment aux Anges. Le 8 juin, avec émotion et pudeur, elle confirme qu'elle attend son premier enfant. Il y en a beaucoup qui l'ont découvert en 2016 dans Moundir et les apprentis, puis ensuite dans Les Princes de l'amour et également dans Les Anges. Aujourd'hui, elle a 29 ans, elle s'est détachée de son image sulfureuse de candidate de télé-réalité et elle a totalement changé de cap. Elle a partagé les images d'une échographie avec un texte. Elle dit un petit cœur qui bat en moi, un petit être grandi entouré d'amour et transforme chaque jour ma vie en conte de fées. C'est évidemment quelque chose qui a fait chavirer le cœur de ses abonnés. Personne ne s'attendait à ça. Mais on a une seconde publication où elle rayonne en maillot de bain, elle dévoile son ventre. C'est écrit « Je savoure chaque instant de cette grossesse, chaque changement, chaque sensation, mon cœur déborde déjà d'amour. » Évidemment, des messages de félicitations ont afflué de toutes parts, venant d'abonnés anonymes, d'anciens camarades de télé. Bref, tous saluent une métamorphose sereine et une Evie qui a l'air totalement heureuse. Vous allez voir, le contenu, j'ai dû changer la musique, mais il est très beau à regarder pour le coup. Je vous partage ça. Evie n'est donc plus du tout seulement cette jeune femme fougueuse de télé-réalité, mais c'est une future mère qui, sans renier son passé, choisit de se recentrer sur l'essentiel. Elle a un nouvel équilibre, elle le construit loin des polémiques, elle s'ancre dans l'amour, la transmission et un désir profond de sérénité. On ne peut que lui souhaiter que du bonheur et j'espère sincèrement que sa grossesse se déroulera bien. Vivian a décidé de se confier sur pas mal de petites choses, notamment sur The Power. En fait, il a fait une petite interview avec Jessica Herrero, de The Power. Au départ, je voulais garder que le côté Vivian.
Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait d'entendre les deux. Du coup, vous allez entendre les deux. Et dans cette interview, Vivian, il parle de son élimination. Il dit que c'était difficile à vivre. Il croyait qu'il avait toutes ses chances dans ce jeu de stratégie. Mais il dit des fois, les sentiments jouent sur le cerveau. J'aurais dû plus écouter mon cerveau que mon cœur. Aujourd'hui, il dit qu'il a besoin de reprendre le contrôle sur ce qu'il ressent, qu'il ne veut pas genre avoir un cœur de pierre, mais qu'il veut réussir à dompter en fait ses émotions parce que parfois elles parlent trop par rapport à lui. Et en fait, il a fait une mise au point dans cette petite interview. Vous allez d'abord entendre Jess et ensuite Vivian. Et aujourd'hui, il semble prêt à sortir d'un schéma répétitif quant à ses relations, parce qu'il parle surtout de ses relations. Et en vrai, moi, ça m'a un peu touché ce qu'il dit. J'ai aussi beaucoup aimé le côté Jessica qui parle de The Power, mais le côté Vivian m'a quand même beaucoup touché et j'avais envie de vous laisser écouter ça. Donc, je vous partage l'ITV, vous me direz ce que vous en pensez. Avec Jessica, comme vous pouvez le voir, sur nos réseaux, on n'a pas trop parlé de The Power par rapport à notre départ. Exactement, et là du coup on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Voilà! Clash de Cassostine. Vivian, ça fait quoi d'être le plus grand stratège au milieu de cette bande de ringards? Je trouve que j'ai une stratégie très folle et je suis content parce que dans The Power, j'ai pu montrer que on pouvait être un stratège en étant marrant. Plus tu en fais gros, plus ça passe. Et au final, c'est passé. Enfin non, c'est passé, on est éliminé, mais c'est passé à un petit moment donné quoi. Zéro merveille, zéro. Pourquoi Jess, quand tu es devenu power player, ton visage a changé? C'était flagrant, ma belle. Tout simplement parce que ça a été compliqué pour moi. Et le fait que du coup on soit ensemble, en destin lié, qu'il ait choisi Robin et que j'ai choisi Manon, je me suis dit comment je vais pouvoir gérer en me disant à tout moment c'est maintenant soit lui soit moi qu'on est éliminé. Moi je me dis Vivian, tu peux pas être un power player aussi pourri que Vincent Queijo, c'est pas possible. Tu dois te respecter et tout donner. Il faut pas oublier que c'est un jeu. Pourquoi Vivian s'énerver à pas être éliminé? C'est un jeu, ma vie. C'est un jeu, mais il y a de l'argent à gagner pour une association, donc c'est super important. Et surtout pour mon ego, je n'ai jamais gagné aucune aventure. J'ai fait toute la finale de tout, je suis maudit. Erwan 845, votre aventure en un mot, je dirais très compliqué. Cette aventure-là, je la mets pas dans mon top 3 de par comment je l'ai vécu personnellement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que la plupart du temps, je souriais pas et on aurait dit limite que j'étais très aigrie. Donc très compliqué pour moi, sur toutes les formes. Les montagnes russes, et clairement, si on n'était pas là à un moment donné, vous serez fait chier. Alors arrêtez les commentaires à la noix. Et voilà, Vincent, je sais que c'est toi avec ton faux Instagram, Vincent Porto 2A, je sais que c'est toi. Arrête de me critiquer. Voilà. Avez-vous été satisfait de votre jeu? Sinon, qu'auriez-vous fait autrement? Moi, je suis très satisfait de mon jeu, sauf au tout début. Jessica et moi, quand on voit nos têtes, on est blanc. Même nous-mêmes, on se reconnaissait pas. On a tellement eu ce côté sentimental et côté fidèle humain par rapport à nos amis Manon et Robin qu'on avait tellement de peine de les trahir. On n'a pas été des bons joueurs à ce niveau-là. Un vrai bon joueur, il montre rien. Je pense pas avoir été satisfaite de mon jeu à 100%. J'aurais peut-être dû faire les choses autrement. On vient tous pour jouer, on vient tous pour trahir. C'est le but de cette émission, hein, c'est mentir, trahir, etc. et tout. Je suis venue pour jouer et puis j'ai perdu et puis voilà. Concernant Vivian, reste à voir si tout ça tiendra dans le temps ou si, on le connaît, hein, fidèle à son impulsivité, il se laissera encore une fois charmer et laissera son cœur parler plus vite que son cerveau. Dans tous les cas, je vous avoue que ça m'a un peu touché ces prises de parole et je voulais les partager avec vous. Voilà. On le sait, Ilona Goss est séparée de Paul André. Alors c'est quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit. Je vous rappelle qu'elle avait pris la parole elle-même. Elle avait dit que la séparation n'était pas le fruit d'un différend brutal ou d'un événement déclencheur soudain, qu'il ne s'agit pas d'une trahison ou d'une dispute irréversible, mais d'une décision longuement réfléchie par les deux parents. Selon les mots d'Ilona, ils avaient entamé une période de pause et ensuite une thérapie, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Donc c'est un choix douloureux mais qui a été guidé par la volonté de préserver un climat très bien pour JJ, leur fils. Mais malgré ce ton mesuré et respectueux, les raisons profondes de la rupture ont rapidement alimenté les rumeurs et les conversations, notamment chez les blogueurs. Et Aquababe a décidé d'en parler. Aquababe a été interrogé par un internaute curieux de connaître la vérité et il a livré sa version des faits. Selon le blogueur, la rupture trouverait son origine dans un déséquilibre entre les deux partenaires concernant l'implication et leur maturité face au rôle de parents. Aquababe avance que Paul André ne serait pas encore prêt mentalement, je cite, à assumer pleinement sa paternité, là où Ilona incarnerait déjà pleinement son rôle de mère, totalement investie, dévouée et animée d'un instinct maternel profond.
C'est un décalage selon Aquababe qui est difficile à ignorer au quotidien et qui aurait créé des fractures dans leur relation. Alors, on est sur les informations d'Aquababe, on est sur sa version des faits, on ne sait pas si c'est la réalité, quoi. Mais toujours selon ces infos, le couple aurait malgré tout fait preuve de maturité en prenant cette décision. Il dit que la séparation s'est bel et bien déroulée dans de bonnes conditions, sans aucune animosité, dans un souci de stabilité pour JJ. Ce type de séparation, c'est douloureux, mais ça illustre, je trouve, une forme de lucidité aussi et de respect mutuel, notamment pour l'enfant. Pour le moment, ni Hilo ni PA souhaitent revenir publiquement sur les révélations. Ils semblent privilégier la discrétion, probablement pour protéger l'enfant et préserver une forme de sérénité dans cette nouvelle organisation familiale. Mais le silence que les internautes observent ne fait qu'alimenter les spéculations et les rumeurs. Moi, je pense sincèrement qu'il faudrait un petit peu les lâcher. S'ils ont décidé de ne rien vouloir dire, c'est qu'ils ne diront rien. Basta cosy. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai montré une vidéo de l'appartement de Loana où il y avait plein de pigeons. Alors déjà, merci à toutes les personnes qui ont dit que j'éprouvais une certaine, pas sympathie, mais du respect envers Loana, contrairement à d'autres médias qui titrent des choses absolument affreuses. Et également, il y a plein de personnes qui ont dit des choses du style que c'est normal qu'elle avait des pigeons chez elle, étant donné que la compagnie des humains doit être absolument horrible pour elle, donc elle doit préférer la compagnie des animaux. Oui, je suis totalement en train de mettre des petites barrettes sur mon fil de micro, je trouve ça trop mignon. J'ai l'attention d'un poisson rouge, je sais jamais. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo, elle a fait beaucoup parler et on a Sylvie Ortega, la grande amie de Loana, qui a justement réagi à cette vidéo. Elle est connue pour son franc-parler, elle est fatiguée de recevoir des messages qui la questionnent sur la vie de Loana et elle a exprimé son exaspération dans une story. Elle a dit « Foutez-moi la paix avec ces pigeons sur son balcon, ce n'est pas mon problème ». Elle a dit que Loana est une femme adulte, âgée de 47 ans, libre de ses actes, de ses décisions et de son mode de vie. Elle dit « Je ne suis ni sa tutrice, ni sa mère, ni sa fille, ni sa femme de ménage ». Elle dit que Sylvie, elle vit à Paris, elle vit à Paris que Loana, elle vit à Nice et donc par conséquent, elle est même pas au courant de tout ce qui se passe. Et en gros, elle dit que Loana bénéficie de l'aide d'une femme de ménage qui est envoyée par Alexia Laroche-Joubert et que bref, genre en gros, laissez-la tranquille quoi. Et en vrai, moi je suis un peu d'accord avec Sylvie, genre de toute façon, quoi qu'il arrive, Loana, elle se fait tout le temps insulter et critiquer et il y avait rien de mal dans cette vidéo. Ok, les pigeons, c'est pas le truc le plus propre de la vie, surtout quand ils viennent de dehors comme ça et qu'ils sont sur ton balcon, mais ça va, il y avait rien de grave non plus. Donc bref, moi je trouve que c'est absolument délirant et vraiment trop en fait de voir tout le monde tomber sur Loana parce qu'il y a 3 pauvres pigeons sur son balcon. Un autre sujet un peu plus touchy. Dans la nuit du 4 au 5 juin 2025, Christophe Beaugrand, figure bien connue du paysage audiovisuel, a vécu une expérience traumatisante. Il était avec son mari et leur fils 5 ans et il a été victime d'un cambriolage violent dans leur maison. Il est environ 4 h du matin, il fait très nuit, 2 hommes viennent de s'introduire par effraction dans la maison. Les malfaiteurs ne sont pas là pour fuir à la moindre alerte, ils sont armés, organisés et prêts à user de violence. Ghislain descend instinctivement pour comprendre ce qu'il passe. Christophe, lui, agit avec une seule pensée, protéger son fils. Il monte au 2e étage, il réveille Valentin, le prend dans ses bras et dans un élan de panique et de survie, tous les deux grimpent sur le toit de la maison pour se mettre à l'abri. Là-bas, ils attendent plus de 40 minutes avant l'intervention des forces de l'ordre et pendant ça, la situation dégénère. Ghislain se retrouve nez à nez avec les agresseurs armés de clubs de golf. En tentant de fuir par le balcon, il est frappé à la tête et chute de plusieurs mètres. Il se blesse, poignet cassé, donc avec une intervention chirurgicale. Et ce sont des instants qui ont été extrêmement brutaux. Brutaux? Instant brutal? Instant brutaux? I don't know. Ce fait divers n'est pas le premier, sera malheureusement pas le dernier, même s'il en reste pour le moins choquant. J'envoie tout mon courage à Christophe Beaugrand et à sa famille. Ah, vous l'attendiez, hein, Maïsan et Emine, la bagarre. Bah oui, on en parle. Maïsan a fait parler. En fait, elle n'est plus avec Emine, et ça, j'en ai parlé en contenu court et sur TikTok. Et on a eu une scène de violence qui est survenue au Sky Beach. Je crois que c'est d'ailleurs le même endroit, finalement, que Carla Talon, non? Et tout ça a été relayé par Aquababe. Maïsan, connue pour son franc-parler et son tempérament parfois impulsif, a été prise d'un excès de colère. Elle a croisé Emine dans l'établissement, et la confrontation aurait assez débordé. Des coups portés au visage en pleine foule avec une rage difficilement contenue ont enflammé les réseaux sociaux. Quelques jours avant cet incident, je vous rappelle que Maïsan, elle avait pris le soin de publier une story en disant que oui, avec Emine, c'est terminé, on se correspond pas, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de drama, tout va bien, juste c'est une relation qui est terminée, quoi. Et bien finalement, ce n'est pas le cas, visiblement, vu qu'il y a eu des coups. Et une fois que la polémique elle a enflé, Aquababe, il a décidé de livrer les coulisses. Dans une
une vidéo, il dépeint la scène explosive et révélatrice d'un climat déjà sous tension par rapport à la jalousie. D'après Aquababe, Maïsan serait entré dans une colère noire en découvrant Emin à une table avec une autre femme. Le simple fait de le voir en compagnie féminine aurait provoqué chez elle une réaction assez violente. Ce n'est pas comme ça qu'on réagit, madame. Elle aurait foncé tout droit vers la table d'Emin, elle l'aurait confronté avec la jeune femme à ses côtés. Après, elle s'en serait prise à Emin. Il y aurait eu des cris, des coups et l'intervention musclée sous les regards choqués d'autres personnes. Aquababe parle aussi d'une ambiance déjà électrique avec littéralement 2 tables, 2 clans et un terrain miné par l'histoire sentimentale du couple qui a été très fusionnel et qui aujourd'hui est destructrice. Maïsan aurait dit donc toi t'es en boîte avec des meufs et apparemment la confrontation aurait réellement dégénéré. Maïsan et Emin n'ont pas pris la parole publiquement pour confirmer et infirmer les faits, mais comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission, pour moi ça rejoint le fait que elle a pété son téléphone contre le mur suite à une crise émotionnelle. Maïsan a l'air très en colère en ce moment, il devrait peut-être prendre un petit matcha et faire une séance de méditation. Rim Renon pourrait lui donner des cours. Je vous laisse regarder un moment qui a été pris sur la chaîne de Exclu TV qui lit les stories et qui met une vidéo d'Aquababe. Bravo pour ton travail, n'hésitez pas à les suivre. Exclu Aquababe. D'après mes informations exclusives, l'influenceuse Maïsan s'est battue cette nuit en boîte de nuit au Sky Beach Beaulieu. Cette nuit, au Sky Beach Beaulieu, Maïsan était en pleine tempête émotionnelle. Il y avait d'ailleurs Giovanni, Jazz et Gabriel Ayuso de présents à la soirée. Maïsan s'est violemment embrouillée avec son ex Emin qui lui aussi était là. Elle l'a frappé en lui mettant 2 grosses droites. Bien évidemment, je précise, Emin n'a pas rétorqué et s'est laissé taper par Maïsan, mais cette altercation a bien cassé l'ambiance de tout le monde. Depuis la validation américaine, je vous mens pas, j'ai grave changé de DA. T'es mon ami, ok, mais je fais mon job. Donc je vous explique l'histoire, elle est simple. Maïsan, elle a vu que Emin y était en soirée avec une meuf. Elle est partie à la table. Elle a pété à la meuf et elle a pété à Emin. C'est bon? Je me dis tout moi, je vous raconte tout. Parce qu'en gros, il y avait des chippies à la table de Maïsan, des chippies à la table de Emin. Bref, je vous raconte toute l'histoire, rien à foutre. Maïsan, elle a déboulé, elle a embrouillé Emin, elle lui dit ah, donc t'es venu en soirée avec une meuf? T'es venu en soirée avec une meuf? Ce qui se passe, c'est qu'après, elle l'a pataté. Elle s'embrouille avec la meuf et tout, elle l'insulte et tout, ça va en bagarre et tout. C'est parti en bagarre avec tout le monde. Lago et Emin. Et après, voilà quoi. Voilà, je leur ai tout raconté, ils sont embrouillés par rapport à une meuf. Il a ramené une meuf et elle a, voilà, tempête émotionnelle. En clair, ce que dévoile Aquababe n'est pas seulement une bagarre en boîte de nuit, c'est le reflet d'un échec relationnel parsemé de jalousie excessive. Je répète, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit réagir. Je termine le cœur actu avec le grand point de Secret Story 13 que je n'ai pas regardé une seconde. Alors, on a eu pas mal de choses qui sont sorties, on a eu pas mal de petits contenus avec Vincent Queijo, Eddy, Amélie Neten qui ont semé la zizanie dans la communication de la production sur des contenus qui ont été postés sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, cette 13e saison est là depuis le 10 juin 2025 et on a eu pas mal de petits trucs. Premièrement, on a eu la persévérance parce que les téléspectateurs ont fait tout simplement un petit peu de bordel, on va pas se mentir. On a une candidate, Pimprenel, qui a franchi le seuil de la maison et tous les internautes sont allés sur son Instagram, ils ont fait une fouille et ils se sont rendus compte que l'une de ses anciennes publications fait écho à un des secrets annoncés par Christophe Beaugrand. Le secret étant, la moitié de mon visage a été reconstruite. Donc les internautes, ils ne jouent plus le jeu de Secret Story, ils jouent le jeu de trouver le secret sur les réseaux sociaux. En fait, on se rend compte qu'il y a une publication où on voit joyeux 1 mois sur la plage de la mâchoire cassée, on voit que c'est un traumatisme qui a laissé des traces invisibles mais bien réelles et que la chirurgie a pu refaire le visage de Pimprenel. Donc, par conséquent, tout le monde se dit que c'est son secret et les internautes sont vraiment en mode cette année, on découvre les secrets sur les réseaux, rien à foutre de l'émission. Dans tous les cas, si c'est le cas, c'est quand même un secret qui, je pense, est assez difficile à porter. Moi, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que c'est dommage que plus personne ne joue le jeu. Deuxième chose, on a eu autre truc. On a Constance et Damien qui est un canular qui a été mis en place autour d'eux. Ils ont été présentés officiellement comme de simples remplaçants, mais ils sont en réalité intronisés comme de véritables candidats.
Donc en gros, ils sont là pas forcément pour tout le temps, mais ils ont été mis dans la maison des secrets en mode ce sont des vrais candidats alors que non. Donc ça montre un peu une nouvelle dynamique. Perso, après j'ai pas regardé, donc je vous fais vraiment ce que j'ai trouvé en ligne. Je vois pas trop l'intérêt de ça, mais si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Et enfin, un dernier profil a retenu l'attention, celui de Damien, jeune homme de 25 ans et qui a fait pas mal réagir parce qu'il a des défis lancés par la voix. Premier défi, faire croire à tous les autres habitants qu'il forme un couple avec Constance. Deuxième défi, se faire passer pour un Québécois. Et en fait, chaque jour où Damien il arrive à entretenir cette illusion, il ajoute 500 € à sa cagnotte. Donc, c'est le retour d'émissions qui font extrêmement rire. Et je trouve que c'est simplement fun pour le coup. Sauf que pareil, on est censé être avec des anonymes, mais on se rend compte que le 22 février dernier, il a déjà été couronné à Mister Universel France. Il a aussi été aperçu aux tribunes de Roland-Garros le 29 mai. Donc on est sur quelqu'un qui est connu et du coup je sais qu'il y a des internautes qui n'aiment pas trop ça. Dans tous les cas, moi je regarde pas Secret Story, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que je vais y jeter un œil, mais j'avoue que depuis le retour qu'ils ont fait, j'ai pas forcément aimé ça. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Concernant Secret Story, autre chose s'est passé. Nous avons Noémie Mabelleux qui a réagi étant donné que en fait elle a eu on va dire une petite période avec une certaine candidate. Période ne voulait rien dire, mais vous allez comprendre. Et donc, elle avait une anecdote à nous raconter par rapport à ça et elle a décidé de le faire. Je vous laisse écouter et c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir. Mais go, concernant Romy, je vais vous faire une story time là de ouf. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un message d'une go mondiale qui me dit oui et tout, Noémie, j'ai besoin du contact de ta coiffeuse urgent, qui t'a coiffé sur la GLC et tout, parce que j'ai été prise pour une télé-réalité et tout, et je veux qu'on pose des laces genre propres et tout. Du coup, je lui réponds privé, je lui donne le contact de ma coiffeuse et tout. Elle m'en dit pas plus, elle me dit juste ouais, j'ai été prise pour une télé-réalité, je suis stressée et tout, tu sais, on est à peu près les mêmes profils, mais je sais que je suis faite pour ça, je suis faite pour briller, genre je suis faite pour... Vraiment, elle était stressée, mais elle était en mode, je sais que ça c'est le goal de ma vie, genre. Donc moi, je suis en mode, vas-y, ma go, t'inquiète pas, on est ensemble. Ça fait plaisir de voir encore une autre femme noire en télé et tout. Genre, vas-y, fonce, fais ce que t'as à faire. Et elle me dit, ouais, je peux pas trop t'en dire plus et tout, mais tes paroles, genre, elles me font du bien et tout. Fin de l'histoire. Je lui donne le contact de ma coiffeuse, fin de l'histoire. Depuis hier, je vois des messages de personnes qui me disent, ouais, et tout, Romy, elle parle comme toi et tout. Et en fait, elle me l'avait dit quand on parlait, elle m'avait fait des vocaux, et elle m'avait dit, ouais, on est un peu les mêmes profils, on parle un peu pareil et tout. Là, je regarde... J'ai regardé les trucs de Secret Story, je dis, mais attends, mais c'est pas elle la go? Donc j'appelle ma coiffeuse. Je dis à ma coiffeuse, t'as coiffé la meuf qui devait faire une télé-réalité et tout, qui t'a contacté de ma part et tout. Et elle me dit, ouais, en fait on a parlé et tout, mais je sais pas, elle voulait pas trop m'en dire. Elle m'a dit que la télé-réalité a duré longtemps, qu'elle s'était fait connaître dans une vidéo plus jeune. Et en fait, je viens de tilter qu'en fait, la go qui m'avait contacté pour avoir le contact de ma coiffeuse qui était grave stressée, c'était Romy. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. On va passer aux actualités internationales et le gros dossier et l'Astro Actu. N'oubliez pas de liker, ça aide beaucoup, on essaie d'atteindre les 1000 likes cette semaine. Et ensuite de vous abonner, ça aide beaucoup aussi. Allez c'est parti, Actu internationale, accrochez-vous, les sujets sont assez durs. Et ensuite on passera au fameux gros dossier des influenceurs à l'Assemblée nationale. Let's go! Pour l'actualité internationale, je commence avec Miley Cyrus. En fait, plus de 5 ans après la fin de son mariage avec Liam, Miley Cyrus semble toujours ne pas avoir tourné la page. Ou du moins, elle continue d'en jouer. Rappelez-vous, elle est aujourd'hui au sommet de sa carrière. Elle a été couronnée aux Grammy Awards 2025 grâce à son titre Flowers, justement, qui parlait un peu de ça. Et aujourd'hui, elle multiplie les clins d'œil appuyés à son passé sentimental et en particulier à son ex-mari. Avec un sens de la répartie qui lui est propre, elle se distingue des autres avec ce genre de message piquant. L'un des moments, évidemment, a été la sortie de Flowers, perçue comme beaucoup comme une réponse à Liam et à leur relation. Ce morceau reprend dans son refrain les mêmes intentions que When I Was Your Man de Bruno Mars, une chanson que Liam avait soi-disant dédiée à Miley à l'époque de leur mariage. Bref, suite à Flowers, Miley n'a jamais officiellement confirmé que la chanson lui était destinée, mais à travers les paroles, le timing et les interviews, tout le monde pensait que c'était le cas. Cependant, la provocation continue et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Récemment, lors d'une séance de dédicace pour la promotion de son nouvel album Something Beautiful, Miley a laissé un message qui a fait le tour des réseaux sociaux. Sur un vinyle, signé pour un fan qui s'appelle
Liam, elle a inscrit le meilleur Liam. Une formule simple, directe, mais chargée de sous-entendus. Est-ce un clin d'œil à son ex-mari ou un hommage sincère à ce fan bien chaleureux? Quoi qu'il en soit, ça a fait parler et d'ailleurs, le jeune homme a fièrement partagé la photo sur les réseaux en mettant « Moi quand je suis le meilleur Liam ». Les internautes ont salué l'humour du fan autant que la répartie de Miley Cyrus qui prouve une fois de plus qu'elle maîtrise parfaitement l'art et les pics bien placés. Cette dédicace n'est pas la dernière d'une série de gestes et de paroles qui montrent que Miley n'a pas l'intention d'enterrer les souvenirs de son passé amoureux, mais plutôt de les revisiter à sa manière, avec dérision, distance et aussi pour certainement en faire un petit peu de com'. Elle ne se contente pas de tourner la page, c'est quelqu'un qui réécrit tout, qui souligne la page même et parfois qui glisse un petit post-it plein de drama. Personnellement, j'aime bien ce genre de pic, mais je me dis qu'à la longue, ça peut devenir lourd. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors deuxième chose, on change un petit peu de registre, je vous parle de Los Angeles. On a un 5e jour de manifestation contre les raids menés par l'ICE, donc l'Agence fédérale de l'immigration, et on a l'escalade sécuritaire décrétée par Donald Trump, et donc on a les célébrités qui s'imposent comme un contre-pouvoir symbolique de plus en plus fort, dont Eva Longoria qui a pris la parole. Alors Eva Longoria, elle est installée en Espagne, mais elle est profondément liée à la communauté hispanique de Los Angeles, et elle a exprimé son choc et sa douleur dans une vidéo Instagram. Elle parle de familles brisées, d'arrestations qui ciblent des travailleurs, des voisins, des parents et non des criminels comme certains discours veulent le faire croire, notamment en politique. Elle parle de file d'attente qui est un mythe mais finalement qui n'existera jamais. Sauf que ce n'est pas que Eva Longoria qui prend la parole par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et ce qui, je trouve, est scandaleux. On a également Kim Kardashian qui est rarement présente sur les débats, mais ici elle a fait un message. Elle rappelle que les immigrés sont le tissu vivant de Los Angeles, que ce ne sont pas des intrus, mais bel et bien des piliers silencieux de la société. Et elle critique la brutalité des méthodes employées et le double discours de l'ICE. Protéger le pays, oui, mais pas au prix de l'humanité. Bref, on a énormément de prises de parole, de personnalités et de personnes mondialement connues qui dessinent en fait une autre Amérique et qui nous montrent ce qu'est en train de devenir l'Amérique. Et on a des artistes qui refusent de rester silencieux face à cette dérive autoritaire. Et chacune d'entre elles rappelle que dans les périodes de trouble, la parole publique de figures culturelles peut devenir un phare ou tout du moins un point de ralliement pour celles et ceux qui refusent la résignation. Dans une ville où tout est en tension en ce moment, je trouve que ça fait du bien de voir des personnalités mondialement connues prendre la parole et essayer de faire en sorte que les choses puissent avancer dans un autre sens. Perso, je suis un petit peu au courant de ce qui se passe effectivement, mais je pensais pas que c'était à ce point et quand je suis tombé sur la vidéo d'Eva Longoria, je me suis dit ça peut être intéressant de le mettre dans MTT, donc vous me direz ce que vous en pensez. On termine avec quelque chose qui est quand même assez chaud. Je vous parle de Jared Leto, qui avait fondé le groupe 30 Seconds to Mars, qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tourmente médiatique et judiciaire. Alors je vous explique, plusieurs femmes, 9 selon les enquêtes, l'accusent de comportements inappropriés, oppressants, voire franchement inquiétants, certains remontant à une époque où certaines étaient encore mineures. À travers les témoignages, toutes évoquent des situations dans lesquelles elles auraient été mises mal à l'aise, sexualisées de manière précoce, manipulées, souvent sous l'emprise du charisme, de la notoriété et de l'assurance de Jared Leto. On a un épisode qui remonterait à 2006 où une adolescente de 16 ans dit qu'elle a rencontré Jared Leto dans un café. Selon elle, l'acteur aurait entamé une discussion qui rapidement aurait dévié sur des sujets d'un autre ordre, avec des questions du style « As-tu déjà eu un petit ami? As-tu déjà fait une fellation ?» Évidemment, il y a eu un malaise et une confusion et quelques jours plus tard, elle aurait été conviée à une fête au domicile de Jared Leto, un lieu où, selon son témoignage, la frontière entre admiration et emprise aurait été floue et difficile à gérer. On a plein d'autres accusations et face à tout ça, on a un représentant de Jared Leto qui a pris la parole pour défendre l'acteur, niant formellement toute allégation de comportement inapproprié. Sauf qu'on a quand même d'autres témoignages qui arrivent. Jared Leto aurait apparemment dit à une femme qui a eu 18 ans des choses assez obscènes. Il aurait sorti son attribut sans prévenir. Il se serait mis à se masturber devant elle avant d'attraper sa main et de la poser sur lui, lui demandant de, finir quoi. Et on a plein d'autres voix qui commencent à parler de lui comme un prédateur terrifiant. Mais le représentant de Jared Leto, il dit que tout ça est faux, que tout ça c'est des choses qui sont absolument horribles et qu'il n'y a pas de preuves, que c'est juste des témoignages qui ne servent à rien en gros. Sauf qu'en fait, le truc qui est assez choquant, c'est que les témoins, enfin les personnes qui témoignent là,
elles ne cherchent pas la notoriété ou quoi, en fait. Elles cherchent simplement à faire entendre leur histoire et à faire rendre compte de quelque chose qui, visiblement, a été potentiellement dangereux à plein de niveaux. Et donc, on peut se poser une question, est-ce qu'on est vraiment sur du mensonge ou pas? Je pense que l'avenir nous le dira. Ça relance aussi le débat sur les dérives potentielles dans les milieux artistiques où on a vraiment une frontière entre fascination et, comme je l'ai dit, emprise qui peut être très floue. Et ici, j'ai l'impression que c'est le cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le côté international de MTT aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On a eu des actus un peu plus sérieuses cette fois-ci, à part Miley Cyrus, pour vraiment vous parler de sujets qui sont quand même assez importants, je trouve. On va passer au seul gros dossier de la semaine, l'unique gros dossier, le fameux gros dossier des influenceurs à l'Assemblée nationale. Avant ça, encore une fois, petit appel au like, n'oubliez pas de liker et commenter, vous abonner, c'est pas fait. Et on se retrouve tout de suite pour le fameux gros dossier des influenceurs. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va swinguer. Alors, pour l'unique gros dossier aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle des influenceurs à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai vraiment fait un gros dossier pour le coup, sachant qu'en plus, je vous ai sorti une vidéo sur le sujet mercredi où on regardait un petit peu tout ce qui s'est passé. Ici, je vais vraiment parler des influenceurs. Je vais parler des personnes qui ont été invitées et de leurs réactions. Mais en gros, on a eu une commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok qui a été créée le 13 mars et qui a fait parler dernièrement. La mission est d'étudier et quantifier les dispositifs de captation de l'attention utilisés par TikTok et aussi les effets psychologiques sur les mineurs et aussi examiner les risques liés à l'exposition des jeunes au contenu dangereux, l'addiction numérique, etc., etc. Donc, il y a quelques jours, la commission d'enquête a reçu tour à tour 5 créateurs de contenu qui ont été choisis. Adé Laurent, on a eu Julien et Manon Tanti, on a eu Nasdas et Alex Hitchen. Connu pour ses conseils en séduction à tonalité beaucoup trop masculine. Adé Laurent a été interrogé en premier. Il est venu en personne à l'Assemblée, il a été scolarisé dans une école militaire, il a multiplié les émissions de télé, bref, il s'est défendu d'avoir un public de mineurs sur TikTok. Il dit « Je n'ai jamais encouragé un public mineur à consulter un contenu inadapté ». Selon lui, si des enfants de primaire accèdent à ces vidéos, c'est de la faute des parents et d'un laxisme de la plateforme. Il dit « Je ne peux pas être responsable de tout, je n'ai pas fait de la chasse aux mineurs ». Il a souligné que son contenu sur TikTok se limite à des codes de télé-réalité édulcorés, affirmant que ces vidéos X sont publiées ailleurs. Il demande aux députés de ne pas tout faire peser sur lui. Alors, la prise de parole de Adé Laurent, elle est assez lunaire, mais en même temps, je suis un peu d'accord avec lui sur certains points, dans le sens où, malheureusement, en fait, donc là, on parle de contenu quand même assez osé. On va dire que même si le contenu n'était pas osé, c'est surtout ça que je veux dire, les créateurs ne peuvent pas être responsables de tout. S'il y a des mineurs ou des personnes beaucoup trop jeunes qui trépassent en fait les règles et qui vont voir des contenus qui sont jugés problématiques, effectivement, je pense que les parents sont censés aussi être là pour dire quelque chose. Cependant, le contenu de Adé Laurent est quand même ultra problématique. Il est ultra dangereux. C'est live, on n'en parle même pas. Donc voilà quoi. Au bout d'un moment, mec, porte tes couilles. Oh my god, j'ai osé dire ça. Oui, je l'ai dit. Julien et Manon Tanti. Alors eux, c'était le pire. En plus, ils sont même quasiment carrément disputés devant l'Assemblée nationale. Enfin bref. Julien Tanti a pris la parole au nom du couple au début. Il a d'abord nié être un influenceur. Il a dit « Je n'influence personne, je poste juste ma vie ». Il parle aussi des enfants. Elle a d'ailleurs, Manon, plaidé qu'elle sait ce qui est bon ou humiliant pour ses enfants. Vous savez, en parlant de la fameuse séquence où elle plonge la tête dans des bocaux en disant que tout est normal. Manon, elle dit qu'elle ne se sert pas de ses enfants pour faire de l'argent. Elle a dénoncé le fait que les députés partent du principe qu'elle utilise ses enfants pour l'argent. Une condamnation sans débat pour elle. Sauf que durant leur convocation là, on a des députés qui ont été fouillés sur Instagram, qui se sont rendus compte qu'il y avait un placement Chine avec les enfants, c'était même pas écrit collab, donc voilà, tu vois, donc finalement ils se sont fait quand même piéger directement en direct, et je trouve que Manon et Julien, ils ont eu un discours qui était absolument pas cohérent et qui n'avait ni queue ni tête quoi, et en fait j'ai l'impression qu'aucun d'entre eux ne veut assumer ses responsabilités, et c'est quand même chaud dans ce milieu et monde où on les met littéralement au pied du mur. Je vous laisse regarder un petit instant. On vient d'aller sur votre compte Instagram avec Madame la rapporteure. Il y a 3 jours, vous avez fait une nouvelle collaboration commerciale avec vos enfants. Et pour le coup, vous allez gagner de l'argent en ayant mis en scène vos enfants avec des vêtements de marque Shine. Oui. Pour le coup, voilà, ça respecte pas le cadre légal.
Alors, j'ai appris avec vous il y a donc 10 minutes qu'à partir du moment où il y avait écrit collaboration, mes enfants ne pouvaient pas apparaître. Je l'ai appris, c'est vous qui me l'avez appris, il y a 10 minutes. Je l'ai pas vu, mais... Encore une fois, ça ne... Non, mais c'est pas grave parce que Shine est responsable et l'agence est responsable. Hein. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'avait pas identifié, mais on va le signaler auprès de la DGCCRF et que, en fait, il y a un principe de co-responsabilité. Voilà, il y a un principe de co-responsabilité et normalement, en fait, c'est aussi votre agence qui aurait dû vous le signaler. Donc, en fait, votre agence peut aussi être punie pour vous avoir fait faire une collaboration illégale avec Shine. Je suppose que c'est Magali Berda, du coup, puisque c'est elle en l'occurrence, là, non. Ah non, d'accord, je pensais qu'elle était en lien avec Shine. Ouais. Oui aussi, mais pas avec nous en tout cas. On a aussi Nasdaq qui est reconnu pour ses vidéos assez choquantes. Il parle du fait, alors lui il a vraiment parlé d'un seul truc en disant que en fait le contenu qui fonctionne le plus est le contenu que eux jugent violent, mais que du coup Nasdaq dit que c'est juste un contenu drama. Il parle aussi du fait qu'il a eu pas mal d'argent, qu'il a eu apparemment des 1000 et des 100 via les réseaux sociaux. Et Nasdaq, il a dit qu'il a décidé de prendre du recul pour des raisons de santé mentale et qu'il ne reviendrait pas sur les réseaux avant 2 ou 3 ans en disant qu'il allait perdre beaucoup d'argent avec cette pause, mais en gros, il veut prendre du recul sur la situation parce que visiblement, il s'est un peu perdu en chemin avec la course aux vues. Alors, j'aime pas le personnage, mais si la prise de recul et la pause est réelle, je trouve que c'est quand même bien qu'on le mette en avant. Le dernier auditionné, c'est Alex Hitchen qui s'est présenté comme coach en séduction. Très rapidement, il explique que ses vidéos où il conseille aux femmes de ne pas sortir après 22 heures a été sorti de son contexte. Il dit que c'était au gouvernement d'assurer la sécurité des femmes la nuit, alors que perso, c'est pas du tout ce qu'il a l'air de vouloir dire dans ses contenus. Il dénonce un piège médiatique qui vise à déformer ses propos. Il a affirmé que le contenu le plus viral sur TikTok est celui qui choque jusqu'à plaider pour l'interdiction de la plateforme si des mesures strictes n'étaient pas prises. Et il s'est senti agressé par les questions, donc il a quitté l'audition au bout de 15-20 minutes en disant au revoir, bonne journée, et en quittant le truc sans la fin. Voilà. En fait, si on parle un petit peu des réactions des influenceurs, face aux débutés, ils ont adopté des stratégies différentes. Adé Laurent, il a minimisé son rôle, comme je vous l'ai dit. Julien et Manon, ils ont nié exploiter leurs enfants à des fins commerciales. Julien, il a dit qu'il a toujours veillé au respect des règles, juste il ne connaissait pas les règles, MDR. Manon, elle est arrivée avec un texte tout bien écrit en disant « Vous m'avez blessé et patati et patata », mais le couple s'est quand même engagé à contractualiser toute apparition payante des enfants conforme à la loi sur l'exposition des mineurs. Nasdaq, lui, il a eu un ton assez ironique, mais finalement, il a terminé sur la note de « Aujourd'hui, je prends du recul », donc assez bizarre. Et Alex Hitchen, il a pas cherché à convaincre, en fait. Il s'est senti attaqué par les paroles, et comme je vous l'ai dit, il est parti en disant « C'est bon, ne me dérangez plus, au revoir, bonne journée ». Je trouve que cette audition, elle montre la porosité croissante entre la télé-réalité, la culture people et l'influence numérique. Les personnes auditionnées, elles ont fait beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais pourquoi eux, par exemple, pourquoi Manon et Julien et pas Carla Moreau qui littéralement fait du business sur sa fille ?» Et en fait, comme le soulignent pas mal de médias, tous eux ont été vus comme des gens les plus problématiques des créateurs francophones parce qu'ils ont des vidéos qui sont parfois vraiment très problématiques. Évidemment, ça a fait plein de réactions, tout le monde a suivi tout ça, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Sur les réseaux sociaux, les avis ont été assez mitigés. Les fans des influenceurs ont commenté en défendant leurs favoris. Certains influenceurs connus ont pris la parole, comme Manon qui s'est vraiment senti énormément attaquée. En fait, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui ont dit, comme je vous ai dit, que pourquoi eux et pas d'autres. Il y en a qui ont dit que les questions étaient beaucoup trop à charge et que c'était pas du tout le but de base, et qu'on peut comprendre par exemple Alex qui quitte l'audition. Vous me direz ce que vous en pensez. TikTok, pour le moment, ils n'ont pas fait grand chose. Ils ont dit qu'ils allaient étudier tout ça, qu'ils allaient faire en sorte de mieux sécuriser la plateforme. Si vous voulez mon avis, j'y crois pas du tout. Mais bon, apparemment, le but serait de renforcer le contrôle parental, de durcir la vérification d'âge légal de TikTok avec une pièce d'identité ou autre. On verra si ça peut arriver. Moi, je vous avoue, j'y crois pas trop. Dans tous les cas, c'est une audition qui a fait énormément de bruit et énormément parlé, et c'est la raison pour laquelle vous l'avez vu en gros dossier. Update de dernière minute concernant tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Isaac, donc Alex Hitchen, a vu son compte TikTok supprimé. Il a été banni et il a décidé de répondre à tout ça. Il a pété un câble, littéralement. J'ai vu ça passer chez Gossip Place. Il a ouvert une 30aine de comptes. Il compte vraiment
directement montrer qu'il reste là et surtout il s'en prend directement à l'Assemblée nationale. Je vous laisse écouter directement le contenu de Gossip Place que je vous conseille de suivre, soit dit en passant. Alexis Chen est en roue libre et s'attaque directement au gouvernement qui a banni son compte hier soir. Écoutez. Vous ne pouvez pas me cancel. Et les séquences, là maintenant, qui sont en train d'être dites, seront retranscrites où? Sur TikTok et sur tous mes comptes. Parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de 30 comptes qui seront créés dès demain. Avec plus de 50 000 € investis dans une cagnotte qui sera redistribuée pour toutes les personnes qui créent du contenu. Pour moi, vous allez être rémunérés tous les 1000 vues grâce à moi. Le même système que YouTube, je vais l'instaurer sur TikTok avec une cagnotte de plus de 50 000 €. Vous ne pouvez pas me cancel. Je vais dire ce que je pense jusqu'au bout. Et il y aura des milliers de personnes pour m'écouter, des millions de personnes qui m'écouteront. Que vous le vouliez ou non, que vous me bannissez ou non. J'espère que TikTok France est en train de me regarder là maintenant. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Alors ce mec-là, j'ai jamais regardé ses vidéos, j'ai dû tomber dessus 2 fois et j'ai swipe tellement c'était bas de plafond. J'ai trouvé qu'il avait du cran d'avoir accroché au nez de député lors de la commission d'enquête dans laquelle il a été entendu pour ses propos absolument abjects sur la condition féminine. Néanmoins, mis à part le personnage, je trouve que le fond de l'histoire est très grave parce que jusqu'à preuve du contraire, ce garçon n'a pas été jugé. Le gouvernement a utilisé son pouvoir pour fermer son compte TikTok de par la morale qu'il se fonde de son discours, ainsi qu'à Adé Laurent. Alors que de base, il n'enfreignait pas les règles communautaires du compte TikTok, donc il y a clairement de l'abus de pouvoir. Dans un pays où la liberté d'expression est censée exister, la diplomatie est censée exister, là on a juste l'impression que c'est une punition pure et simple en utilisant un pouvoir oppressif. Alors est-ce que tu trouves qu'il est quand même courageux de s'attaquer à un gouvernement, qu'il est ambitieux de croire qu'avec ses 50 000 € il va pouvoir faire le poids? Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Voilà tout le monde pour le gros dossier, on va passer à l'Astro Actu, vous l'avez voulu, vous l'avez attendu, c'est le retour de l'Astro Actu. Si jamais vous réagissez à l'Astro Actu dans l'espace commentaire, n'oubliez pas de le faire d'ailleurs parce que ça me permettra de savoir si vous en voulez la semaine prochaine ou pas, donc c'est à vous maintenant. Pour l'Astro Actu et terminé MTT, je vous parle de cette pleine lune des fraises. La pleine lune du 11 juin, souvent appelée la lune des fraises, revêt une signification particulière cette année en raison de sa position en Sagittaire, un signe de feu réputé pour le goût de l'aventure, quête de vérité, son esprit libre. Elle pousse à reconsidérer ses priorités, à chercher plus profondément ce qui fait sens dans sa propre existence, et si cette phase lunaire peut dynamiser tout le zodiaque, 3 signes en particulier ont été appelés à vivre un véritable tournant. On a les cancers, avec Jupiter qui est dans leur signe, ils s'ouvrent à une expansion plus audacieuse sur leur identité et cette pleine lune vient amplifier cette dynamique. Elle les pousse à ne plus craindre leur sensibilité ni leurs besoins de sécurité affective, bien au contraire, les cancers vont s'exprimer plus pleinement. Au niveau des lions, cette pleine lune s'apparente à un feu intérieur qui se rallume. Dans l'énergie du Sagittaire, ils retrouvent leur capacité à rayonner, à rire, à créer et à aimer sans retenue. C'est une invitation à retrouver le plaisir d'être eux-mêmes, loin du regard des autres. Bon, après, il faut faire attention, il faut rester fidèle à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît, et ils vont notamment pas chercher l'approbation extérieure. Quant au Sagittaire, cette lune marque un moment d'introspection lumineux et incontournable. La lune se déroule dans leur propre signe et elle agit comme un miroir géant, révélant autant leurs aspirations que les écarts entre ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils espéraient être. Une honnêteté qui fait leur force, mais qui pourra aussi leur permettre d'ajuster leurs objectifs. Jusqu'à quel point sont-ils fidèles à leur propre philosophie de vie et s'ils ne le sont pas, qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer pour ça? En clair, la lune des fraises s'annonce donc comme un moment d'éveil et de transformation. Elle rappelle que la lumière lunaire, même si elle ne dure qu'un instant, peut éclairer ce qu'on cache dans l'ombre. Alors au moment où je filme, elle est déjà passée. Perso, j'ai passé une nuit horrible, mais c'est vrai que j'ai quand même ressenti des choses et eu des pensées que je ne pensais pas avoir avant. Bref, je ne vais pas parler de ma vie privée ici. Dans tous les cas, vous me direz si jamais vous, elle vous a impacté et si vous faites partie de un des 3 signes que j'ai cités, qu'est-ce qui vous est arrivé? Voilà tout le monde pour l'émission Mixosity cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a su vous plaire. Si c'est le cas, s'il vous plaît, on n'oublie pas de liker, ça aide énormément à faire développer la chaîne et l'émission. Abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait et en emoji du coup de la semaine, TMTC si vous étiez au milieu de l'émission. J'aimerais voir des cadeaux dans mon espace commentaire. Passez voir la barre d'infos, il y a tous mes autres contenus à l'intérieur. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon dimanche ou un très bon début de semaine. C'était Rudy, love you, à dimanche prochain pour une nouvelle édition de Mixosity.